Bienvenue Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Pour cet épisode, l'invité spécial d'Éric Morillo est un artiste de renom. L'art, il l'aborde sous tous ses angles. Auteur, compositeur, interprète, il devient célèbre en 86 avec On se retrouvera, qui est également la bande originale du film Le Passage. Il connaîtra le succès pendant 40 ans avec plus de 25 albums à son actif. Il célèbre l'amour avec des titres qui deviendront des best-sellers comme Reste avec moi, Pense à moi comme je t'aime ou J'ai tant besoin de toi. Mais la musique ne suffit pas à étancher sa soif d'expérience. Fidèle à sa vocation première, il a été étudiant en lettres modernes à la Sorbonne, il s'adonne à la littérature. Il écrit 22 ouvrages, essentiellement des romans et des recueils de poésie. On citera les 2 derniers parus en 2025, L'amour après l'amour, un recueil poétique, et La ligne du temps, une œuvre littéraire. Lorsqu'il délaisse les planches de la scène musicale, c'est pour retrouver celle du théâtre. Cet aspect de sa carrière n'est pas anodin non plus, puisqu'il interprétera jusqu'à 13 rôles. Le cinéma n'est pas en reste, il produit 2 films réalisés par son frère René Manzor et joue dans Marie de Nazareth de Jean Delannoy. Du cinéma à la télévision, il n'y a qu'un pas qu'il franchit avec la même ardeur dans des séries ou des émissions de télé-réalité. Il est politiquement inclassable. Il se présente comme citoyen du monde, peut-être en raison de ses origines multiples. Ses grands-parents maternels sont libanais, ses grands-parents paternels béarnais et basques, et sa mère est née en Uruguay. Il a la fibre sociale et écologiste. Il est tour à tour candidat écologiste ou d'hiver gauche, comme en 2007, pour le mouvement écologiste indépendant d'Antoine Wechter. Son nom est associé aux grandes contestations de ces 10 dernières années, les Gilets jaunes, pour lesquels il monte la liste Alliance jaune aux européennes de 2019. Il qualifie de tyrannique la politique sanitaire lors de la crise du Covid et appelle à la désobéissance civile. Aux législatives de 2022, il est candidat animaliste, écologiste, souverainiste France Libre. Il prend position publiquement pour appeler à une union sacrée contre Emmanuel Macron en faveur de Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle. Ses prises de position sur le conflit ukrainien dérangent également. En 2025, il se rend en Russie pour les commémorations du jour de la victoire. Pas de doute, c'est un artiste engagé que nous avons ce soir. Je vous demande d'accueillir Francis Lalanne. Bonsoir Francis Lalanne. Quelle présentation fulgurante. Quel plaisir de vous recevoir. Quel bonheur d'être ici. C'est une première en plus. Oui, c'est la première et puis c'est la première de l'année aussi. Et ben voilà, donc on souhaite une bonne année à tout le monde, y compris au public qui est présent et avec nous ce soir. Première émission de l'année, il fallait une première exceptionnelle. On est ravis donc de la voir et de la passer avec vous. Alors comme vous le savez peut-être, vous êtes entouré de sociétaires d'un soir qui vont participer à cette émission. Et j'en suis ravi. Tout d'abord, à mes côtés, on ne la présente plus, c'est Béatrice Rosen. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là pour Francis, parce que Francis, dans un monde absolument gris et formaté, c'est un homme libre. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un d'atypique et de très cultivé. Je l'ai vu, on en parlera peut-être tout à l'heure même, être avocat, prendre le rôle de son propre avocat. Donc c'est vraiment quelqu'un de extraordinaire dans le sens premier du terme, et donc je suis ravie d'être là pour lui aujourd'hui. Quel bonheur. Eh ben, voilà, ça c'est rare en plus. Voilà. Alors l'invité se lève. Voilà. Une demande en marge. Bravo. À nos côtés également, on est ravis de le recevoir. C'est un habitué, on peut le dire, de Bistro Liberté. C'est Régis Le Sommier. Régis, très bonne à toi. Bonne année à toi, à toutes tes équipes, puisque tu es à la tête d'Omerta, qui sort donc son nouveau magazine, on va le voir illustré. Qu'est-ce que tu attends de cette année, toi ? Ah, écoutez, c'est un plongeon dans l'inconnu quand même. Parce que quand je travaillais à Paris Match, on avait l'habitude de dire l'actualité a du talent. Et c'est vrai que cette fin d'année, elle nous a maintenus en haleine, en fait toute cette année.
on va dire principalement depuis l'élection de Donald Trump, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la planète. Tout est en ébullition. Alors, quand vous me dites, qu'est-ce qu'attendre de 2026 ? Moi, je souhaite la paix. Par-dessus tout, la paix, la fin de la guerre en Ukraine, la fin de la guerre à Gaza, que tout ça se calme un peu. Je ne suis pas sûr qu'à la fin 2026, tout ça se soit calmé, mais en tout cas, je le souhaite. En tout cas, ce sera précieux d'avoir ton analyse, puisqu'on va parler beaucoup, vous l'avez deviné, des relations internationales et notamment du Venezuela, et tu connais particulièrement bien cette région. Voilà. À tes côtés, Charbel Lakis. Charbel est désormais un habitué, lui aussi, de Bistro Liberté. Alors, c'est une première, vous connaissiez Oui, très On a beaucoup bien. échangé via les médias interposés, via WhatsApp, via les réseaux et compagnie, mais on ne s'était jamais rencontrés physiquement. Donc c'est chose faite et je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi, on a des amis communs et on a été ensemble sur des actions qu'on a menées sans se rencontrer en présentiel, mais on s'est souvent, à l'occasion de ces actions, parlé et on a déjà agi ensemble. Et donc, il y a déjà une amitié qui s'est nouée entre nous. Et aujourd'hui, on a pu enfin se serrer la main et se prendre dans les bras. Dans les bras. Bon, écoute, en tout cas, on est ravis de t'avoir encore une fois avec nous, mon cher Charbel. Alors, je vous demande aussi d'applaudir. Alors là, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. C'est un petit nouveau. Il faut vraiment l'aider parce qu'il est un peu timide. C'est un peu une première pour lui, en tout cas à ce poste-là. Parce qu'il est donc sociétaire d'un soir. Il s'appelle, attends, je vais regarder mes filles. Il s'appelle Martial Bild et c'est le fondateur de Bistro Liberté. Voilà, alors, Martial... Ne me demandez pas ce que je veux faire en 2026. Si, on peut. Eh ben, prendre votre place. Ah bah voilà, d'ailleurs voilà, j'ai essayé, mais non, il revient. Alors là, je pense que... Non. Bon, en tout cas, cher c'est Martial... C'est amusant de gambader. Comme je ne suis plus directeur de la chaîne, c'est Elisabeth qui me remplace depuis quelques mois, j'ai plus de temps. Et donc, je me suis dit, vous m'avez fait l'amitié de me prendre comme sociétaire. Je me suis dit, c'est une première. Et c'est vraiment sympa de me retrouver de ce côté-là. Et tu tenais particulièrement, parce que c'est vrai qu'on se parle évidemment un petit peu avant. Et avec Francis, ça a été tout de suite un oui. Mais je ne vais pas en dire du bien, parce qu'il va venir m'embrasser et me faire... Mais oui, j'aime beaucoup Francis, parce que je l'ai découvert à travers ses livres de poésie, puisque je l'ai reçu à ce titre-là. Et vraiment, j'avais été emballé par cela. Et on a gardé ce petit lien ténu, mais réel, entre nous d'amitié. Donc voilà, je suis très content qu'il soit là. Très content. Alors, il n'y aura pas de baise-main, mais le cœur y est. Merci Francis. Pas mal. Bon, en tout cas, vraiment, encore une nouvelle fois, je le dis, bonne année à vous tous. On est ravis de passer cette soirée avec vous pour la première de Bistro Liberté de l'année. Alors, maintenant, on va évidemment lancer les festivités. On va parler un petit peu de sujets d'actualité. Alors, il y en a un qui est particulièrement d'actualité aujourd'hui et qui est triste, puisque, évidemment, c'était ce matin les obsèques de Brigitte Bardot, star française et planétaire, on peut le dire, mondiale s'il en est. Je vais vous demander à tous très rapidement, on ne va pas s'étendre trop longtemps sur ce sujet, mais quand même une réaction sur la disparition de Brigitte Bardot, Francis Lalanne. Voilà, une grande tristesse. C'est une combattante... Vous la connaissiez ? Oui. C'est une combattante pour le respect du vivant qui nous quitte, une combattante audacieuse, courageuse, qui, à un moment donné, a osé aussi défier l'opinion publique et parfois prendre des positions qui ont déchaîné contre elle des volets de bois vert qu'elle ne méritait pas, mais qu'elle a assumé parfaitement parce qu'elle a toujours voulu défendre sa vérité. Elle défendait les animaux, comme vous. Oui. Et d'ailleurs, on a mené un combat ensemble pour la libération de Paul Watson. On rappelle qui est Paul Watson. Paul Watson, qui est le fondateur de Sea Shepherd et qui est un homme qui se bat pour la défense des animaux et qui s'est battu beaucoup aux côtés de Brigitte Bardot. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a été incarcéré de manière totalement abusive au Groenland et qu'on a été nombreux à se mobiliser pour le sortir de là. Brigitte a fait partie du groupe. J'ai créé un collectif à l'époque de 60 artistes. On a chanté une chanson pour la libération de Paul en anglais, d'ailleurs qui est passée dans les hit parades japonais, ce qui était vraiment un fait de guerre, puisque c'était les Japonais qui le persécutaient à travers un ordre de mission confié à Interpol pour l'arrêter et qui l'ont arrêté de manière totalement illégale et abusive dans des conditions inacceptables, qui l'ont incarcéré. Donc on a chanté cette chanson. Grâce à cette chanson, j'ai pu, en tant que représentant du collectif, contacter les autorités danoises, faire valoir ce que de droit. J'ai contacté également à l'époque Michel Barnier, qui a accepté de prendre le dossier de demande d'asile politique
de Paul Watson. Et à ce titre-là, Paul Watson a dû être libéré puisqu'il y avait une demande d'asile politique. C'était plus un procès de droit commun. Les Japonais ne collaboraient pas. Donc le Danemark était en train de se mettre hors la loi et le ministre de la Justice l'a compris. Il l'a libéré avant Noël. Mais je dois dire qu'à cette occasion, Brigitte a été extraordinaire. Elle s'est mobilisée. Elle a fait partie du clip avec nous. Elle était fatiguée, mais elle nous a donné son image. Elle était présente à chaque instant de ce combat. Ce que je peux dire sur elle, fondamentalement, c'est que pour moi, c'est une sœur qui s'en va, une grande sœur, parce qu'elle fait partie de ces rares artistes qui osent, à certains moments, quand leur vérité est menacée, quand leurs idéaux sont menacés, qui osent qui osent défier l'opinion publique, c'est-à-dire accepter de ne plus être consensuel. Se moquer du candidaton. Se moquer du candidaton. Et Dieu sait si en France, le fait de prendre des positions non consensuelles, et j'en sais quelque chose, parce que je pense que je les ai accumulées ces derniers temps, peut entraîner des barrages à tous les niveaux et des barrages qui viennent menacer à la fois votre vie privée, bien sûr, mais également votre vie publique quand vous êtes un artiste. Et rien que pour ça, je voudrais lui rendre hommage. Voilà. Eh bien, en tout cas, on peut l'applaudir, parce que c'est vrai que on partage tous ce point de vue. Alors, Régis Le Sommier, avant Omerta, je le disais, pour les gens qui ne le savent pas, tu as été grand reporter à Paris Match. Donc, évidemment, Paris Match, là aussi une institution qui connaissait bien Brigitte Bardot. Tu as eu l'occasion de la croiser ? J'ai eu l'occasion de la croiser. J'ai gardé. Elle m'avait fait une dédicace assez touchante. Ah oui, j'ai vu ça sur les 2 jours. J'ai republié au moment de sa mort. C'était ma manière de rendre hommage, de lui rendre hommage. Non, moi, c'était vraiment mes débuts à Paris Match étaient bercés par le mythe Bardot. Bardot avait d'ailleurs fait ses premières couvertures dans Paris Match. Elle avait 15-16 ans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on disait toujours, quand je travaillais à Paris Match, on disait Match ne découvre pas, mais il confirme. C'est-à-dire que quand quelqu'un faisait la couverture de Paris Match, eh bien ça voulait dire que ça y est, il rentrait dans le panthéon des stars, on va dire. Et Brigitte Bardot, pas du tout. La première couverture de Paris Match avec Brigitte Bardot, il n'y a même pas son nom dessus. Il y a un sujet politique écrit par Raymond Cartier, un autre, etc. C'est juste la jeune fille, mais on voit déjà quelque chose. Et puis, c'est des photos de Walter Caron, qui est quand même un énorme photographe déjà à l'époque. Et puis, il y a aussi une anecdote très, très marrante avec Brigitte Bardot qu'on nous racontait quand on était jeune stagiaire à Paris Match. C'est qu'elle venait à certains bouclages, quand son mari, Roger Vadim, qui est celui qui lui a fait faire ce fabuleux film Et Dieu créa la femme, qui était le lancement du mythe Bardot, eh bien travaillait à Paris Match à l'époque. Et quand il venait au bouclage, le bouclage se finissait tard dans la nuit parfois, Brigitte s'endormait sur un canapé qui était donc rue Pierre Charon, dans les locaux de Paris Match. Et on disait, en fait, à l'époque, Roger Théron avait inventé la formule, c'était quand il n'y avait pas d'intermédiaire, les stars vivaient avec encore des stars après, Delon, Belmondo, Bardot, voilà, c'est fini maintenant. En fait, c'est des stars qui ont accepté de montrer leur vie sous toutes les coutures dans Paris Match. Alors, parfois, ça se passait mal, il y a eu des procès, il y a eu des réconciliations, etc. Mais si vous voulez, leur vie accompagnait celle des Français. C'était vraiment des stars françaises. Aujourd'hui, la vie de Marion Cotillard ou d'autres, c'est leur choix. Mais on n'en entend absolument pas parler, c'est inintéressant. La vie de Bardot était monstrueusement intéressante et les Français accompagnaient. Même niveau que Marilyn Monroe. Ah, je pense, oui, largement. Ça fait partie des femmes les plus belles du monde. Mais rendez-vous compte, quand même, à Paris Match et dans d'autres magazines, nous avions Alain Delon et Brigitte Bardot. On avait le plus bel homme du monde et la plus belle femme du monde. Et tous les deux étaient français. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et Bardot, donc pour terminer sur Bardot et Vadim à Paris Match, Théron disait, quand ça arrivait qu'un reporter sorte avec une star, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'attaché de presse, tout ça était beaucoup plus simple. Théron disait... il ou elle a épousé son sujet. Voilà, pas mal. Voilà. Et donc Vadim a épousé le sujet Bardot. Voilà. Alors, en revanche, il y a un peu de polémique. Je me tourne un instant vers Marcel B, parce que le dernier compagnon de Brigitte Bardot était donc, on va dire, un intime de Jean-Marie Le Pen, c'est ça ? Bernard, bien sûr, Bernard Normal, avec qui je travaillais d'ailleurs aussi.
Et alors là, ça n'a pas manqué de faire agir évidemment l'extrême gauche et tous ces gens. Oui, mais c'était une femme libre. Elle avait toujours été en amitié avec Jean-Marie Le Pen depuis longtemps, depuis la Elle ne l'a guerre jamais d'Algérie. renié. Elle n'a jamais. Et elle n'a jamais eu peur de cela, au même titre que Delon n'a jamais eu peur de cela. Non. Et c'était au-dessus de cela. Ce qui m'a Fidèle permis en de les amitié. croiser, d'ailleurs, l'un et l'autre, d'avoir cette chance-là. Moi, j'atteste de leur grande simplicité de contact, ce que confirme Régis, bien évidemment. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Un mythe, on se dit, intouchable. Or, avec beaucoup de simplicité et de franchise, qu'elle aura toute sa vie quand elle répondra à Élise Blaise sur TV Liberté au téléphone, parce qu'elle voulait plus se montrer à ce moment-là, c'est toujours avec cette même sincérité, cette même facilité, cette même simplicité. Et voilà ce qu'était Brigitte, Bardot, c'était un mythe de courage, un mythe de liberté. Et quand je vois qu'elle est attaquée par des merdes, je me dis, mais comment ils osent ? Comment ils osent ? Je veux dire, vous êtes par terre. C'est une étoile. C'est invraisemblable. Tu sais bien que les cons, ça ose tout. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît. Ah oui, mais là, ils ont bien osé. Hein. On les reconnaît Ils bien. n'ont même pas attendu qu'elle soit enterrée pour commencer. Oui, et puis c'est incroyable comment ces gens-là s'acharnent sur les cadavres, en fait. Comme quand Jean-Marie Le Pen est Chill. décédé aussi. Il y a des gens Bouteille qui de champagne, place de la République. Incroyable. Oui, puis après, on s'attaque même à la tombe. Voilà, c'est ça. Plus aucun respect. Ouais. Béatrice, alors. Moi, c'est une grande tristesse. C'est Brigitte Bardot. Elle a été comme un guide dans ma vie. J'ai grandi en face de chez elle, avenue Paul Doumer. Je suis devenue comédienne. J'ai incarné la ligne Bardot quand j'étais égérie Lancel. Donc, j'ai fait les photos à Saint-Tropez. Voilà. Et c'est quelqu'un vraiment qui a été très important dans ma vie d'actrice, mais aussi dans ma vie de femme. C'est une femme qui incarnait pour moi la liberté, l'intégrité, parce que comme l'a dit Francis et Martial, elle n'a jamais renié ses accointances, ses opinions, et elle allait jusqu'au bout, et elle avait le courage et le panache de ses opinions. Et c'est vraiment un mythe, et vraiment de voir que les gens n'ont même pas attendu qu'elle soit enterrée pour le cracher sur elle, ça m'a profondément choquée, et je me dis vraiment qu'on est dans une ère de barbares, quoi. En tout cas, on est dans une ère qui cesse, en tout cas dans notre pays, qui cesse d'être attachée aux valeurs de la France. Tu parles du courage de ses opinions. Avoir le courage de ses opinions, ça, c'était quelque chose de français avant. Maintenant, Marianne, et puis elle a incarné Marianne. On oublie oui. le buste de Marianne, c'est elle. Quand on voit la femme, elle incarnait la femme. Elle a été plus féministe que toutes les néo-féministes. Elle n'aimait pas les étiquettes, ce que je comprends. Donc elle n'aimait pas le mot féministe. Mais elle a fait plus pour la libération des femmes et pour les conditions de vie des femmes que toutes ces néo-féministes aux cheveux bleus disait qu'on voit à d'ailleurs, longueur de plateau. l'homme de ma vie, c'est moi. Et elle se battait pour toutes les injustices, que ce soit pour les animaux. Joséphine Baker, il y a des images de Lina qui sont ressorties, là, qui ont tourné. Quelqu'un qui devait être raciste à entendre certains abrutis. Voilà, absolument. Et c'est vraiment, elle prenait à cœur toutes les injustices du monde. Même si elle n'était pas irréprochable. Hein, Bien sûr, elle n'était pas je veux dire, parfaite. Dans toute sa vie, elle n'était pas parfaite. qui Hein, l'est voilà, Pardon. on est bien d'accord là-dessus. Pardon, mais qui est- C'est aussi, voilà, c'est qui pas est un débat, ça. irréprochable Elle était Bien sûr. humaine, Bien sûr. humaine. C'est pas un débat, ça. Avec Mais- ses imperfections. Qui est irréprochable? Bien sûr. Enfin, je veux dire, les gens comme ça qui viennent, les inspecteurs des travaux finis, qui sont planqués derrière leur clavier et qui refont le monde dans leur charentaise, on a envie de leur dire, mais est-ce que vous êtes parfait, vous, pour... S'il y en a un qui est parfait. Charbel est parfait. Vouer quelqu'un Charbel, vouer quelqu'un au GN... Perfection parce qu'il- n'existe pas. Vouer quelqu'un au GN parce qu'il n'a pas vos opinions, non. La liberté de penser, c'est une philosophie française qui a été initiée dans le monde en France et qui aujourd'hui a disparu de notre paysage culturel. Et c'est dramatique et c'est formidable et c'est dommage. Enfin, c'est dommage de voir partir tous ceux qui ont encore exprimé jusqu'à la fin cette liberté de penser. Voilà, il faudrait qu'il y en ait encore quelques-uns qui continuent à défendre. Charbel en Orient, enfin, c'était aussi. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin au Liban, j'ai quitté le Liban à l'âge de 11 ans, on a toujours entendu parler de Brigitte Bardot au Liban, même en pleine guerre, enfin, parce que moi, à l'époque où j'y étais, c'était la pleine guerre. On a toujours entendu parler de Brigitte Bardot. On est arrivé ici en France, c'était Brigitte Bardot. Enfin, on était aussi cultivés à ce niveau-là, et puis on était attachés aussi à ce mythe-là. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est quand elle est décédée, j'ai fait juste un post.
Et tout de suite, l'avalanche, alors bien sûr, vous voyez l'étiquette, la gauche, l'extrême gauche, tout de suite, ouais, c'était une grosse raciste, c'était ceci, c'était cela, c'était ceci. Je dis, mais les gars, mais vous êtes tellement encourageants, de son vivant, on ne vous entendait pas. Et là, vous venez ramener votre fraise sous un pauvre post d'un type sur Facebook. Donc c'est ça qui me choque. Mais à chaque fois, c'est la même dynamique, à chaque fois, c'est la même stratégie. Elle a soutenu les Gilets jaunes. C'est toujours la même chose. Comme Francis. C'est toujours la même chose. Dès qu'il y a une personnalité qui a eu la moindre condamnation, je sais pas quoi, de la République, pas de la France. Je parle bien, je différencie les deux, moi. Les condamnations de la République, c'est pas les condamnations de la France, comme il disait Francis tout à l'heure. La France, c'est la France, elle incarnait la France, je veux dire, les stars à la française, comme tu disais aussi tout à l'heure, avec Delon, etc. Mais les condamnations de la République aujourd'hui, dès qu'il y a la moindre phrase qui est sortie, on la sort de son contexte et on tape sur la personne. Mais jamais on tape sur la personne de son vivant. Je trouve toujours quand elle est morte. Ça, c'est honteux. Je trouve absolument fondamental ce que vient de dire Charbel, parce que ça, c'est quelque chose qui fait énormément de mal et de tort à notre pays. C'est que depuis la grande escroquerie républicaine, depuis l'avènement de la grande escroquerie républicaine, on a élevé des générations et des générations en leur faisant confondre dans leur esprit la France et la République. La France, ça n'est pas la République. La République est... Voilà. La République est une étape de la vie politique française, mais l'histoire de France n'est pas l'histoire de la République. Je veux dire, la France est C'est pas la République d'Emmanuel Macron? Non, mais déjà... On aurait menti. Non, mais je veux dire, non, mais que ce soit la 5e, la 4e, la 3e, la 2e, la première, on pourrait faire une émission là-dessus, mais je pense que la République, c'est la pire des choses qui soient arrivées à la France. Et je pense qu'on ne s'en sortira pas tant qu'on établira toujours une confusion dans l'esprit des gens en France entre la France et la République. Je suis contre la République. Et dans tous mes discours politiques, je termine mes discours en disant... à bas la République et vive la France. Ah, vive le roi, je crois que tu dis. Voilà. Vive le roi. Bon alors, chers amis, parce qu'on doit avancer quand même avant évidemment de parler ce qui se passe aussi dans le monde. Alors sans transition, parce qu'elle n'est pas facile celle-là, ce lundi, 10 personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement à l'encontre d'une autre Brigitte Macron. Parmi eux, il y a un certain Zoé Sagan qui a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Un des prévenus absent de l'audience a même écopé de 6 mois de prison ferme. Alors tout d'abord, une réaction à ces condamnations et puis évidemment sur l'affaire en question. Francis? Ma réaction est très simple. Moi, si quelqu'un fait du harcèlement... on dit que tu es une femme, tu réagis comment? Franchement, je sais qui je suis, moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dis que je suis une femme, écoute... Si les cheveux longs, t'es un peu poilu. Mais moi, quand j'ai commencé à chanter, j'avais moins de poils. N'insiste pas, non, mais voilà. Quand j'ai commencé à chanter, tout le monde... J'avais écrit une chanson qui s'appelait « La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'était un mec qui me l'a dit ». Et donc, tout le monde était convaincu, alors que c'est une chanson d'hétérosexuel, mais en faveur de la liberté sexuelle, tout le monde était convaincu que j'étais homosexuel. Je n'ai jamais démenti le fait je n'ai jamais dit non, je ne sais pas vrai, je ne suis pas homosexuel. Pourquoi? Parce que si je m'étais défendu de l'être, comme ça, publiquement, ça aurait voulu dire, pour moi, que c'était mal d'être homosexuel. C'était condamner l'homosexualité. Donc, j'ai accepté de passer pour quelqu'un que je ne suis pas, c'est-à-dire un homosexuel. Je ne suis pas homosexuel, je suis hétérosexuel. Mais j'ai accepté qu'on dise qu'on dise de moi quelque chose que je n'étais pas, pour ne pas publiquement apparaître comme quelqu'un qui condamnait l'homosexualité. Donc, franchement, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le droit d'agresser les gens de quelque manière que ce soit. Le cyberharcèlement, c'est un fléau. Ça, tu condamnes. Ça, je condamne. Mais maintenant, de poser des questions... Mais je constate que cette personne n'a jamais été... Elle n'a pas de statut officiel dans la République, comme tu dis. Je constate que cette personne n'a jamais porté plainte pour diffamation, ou en tout cas jamais... Ah bah si, à l'égard de D'accord, mais elle n'a pas obtenu gain de cause. Donc il n'y a pas de... Voilà, ni en France, ni ailleurs. Donc les procès en diffamation concernant ce qu'on dit d'elle, ou de lui, de cette personne en tout cas, non, on va dire de cette personne, on va parler français. Je suis une personne. Voilà. Nous sommes au féminin. J'ajoute simplement une parenthèse. C'est que le genre féminin et masculin n'existe pas dans la langue française.
Il y a un genre neutre et un genre marqué, comme dans les autres langues. L'école de la Troisième République, encore une escroquerie républicaine, a inventé le genre féminin et le genre masculin. Ce qui nous condamne aujourd'hui à une grande catastrophe linguistique qui est l'écriture intuitive. Et maintenant, il faut chaque fois donner le sexe... Inclusive, pardon. J'ai dit intuitive ? Pardon, excuse-moi. Ouais. L'écriture inclusive. Donc maintenant, il faut donner absolument un sexe aux gens à qui on s'adresse. Et voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas. C'est un débat, et j'aimerais un jour qu'on sacrifie à ce débat. Il n'y a pas de genre féminin et de genre masculin dans la langue française. Je suis quoi, moi, alors ? Tu es une personne. Tu es une personne. Mais j'ai fait des bébés, moi, je suis comment ? Tu es une personne qui a fait des bébés. Et la personne avec qui j'ai fait des bébés, c'est une personne aussi. C'est tout. Voilà. Voilà. Tu vas pas dire je suis un personne parce que je suis un garçon. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait ça. Voilà. Alors, peu importe. Ce que je veux dire, sur le fond, c'est que il faudrait maintenant en finir avec cette histoire. Ça veut dire quoi, ça ? Où cette personne est un monsieur, où cette personne est une dame, mais maintenant c'est très facile de le prouver. Un examen ADN le prouverait. Alors là, moi ça m'interpelle, c'est-à-dire que toi, c'est une injonction quasiment. Oui, c'est une injonction. Et à quel titre ? Au titre que, comme me le faisait remarquer Béatrice, il y a une exploitation de cette affaire. Il y a une exploitation de cette affaire par l'Élysée. Dès qu'on dit quelque chose sur cette affaire sur les réseaux, les logarithmes poussent en avant. Or, les logarithmes, quand ils veulent pousser en arrière, ils savent très bien le faire. Pourquoi ? Et moi, je dis simplement qu'il y a un double jeu, comme d'habitude, qu'on voit arriver des drag queens dans les maternelles pour expliquer à nos enfants... que ce soit très valorisant, quand même, pour... Mais attends, s'il n'y a pas de réponse à la question... on voit quand même arriver des drag queens dans les maternelles pour expliquer à nos petits garçons de 4 ans qu'ils peuvent se couper le zizi s'ils veulent et qu'ils seront très heureux comme ça. Et comme par hasard, ça tombe sous le règne de cette personne, que cette personne règne sur son mari, en tout cas dont on est sûr qu'il est un mari. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est très simple d'en finir avec cette histoire. Cette personne vient au tribunal... Qu'elle doit montrer... Non, ça veut dire que de manière vérifiable, un examen ADN est fait, que de manière vérifiable, elle nous présente ce Jean-Michel Trogneux, qui est son frère, qu'on connaisse son visage, qu'on voit ses photos, qu'un jour il vienne sur ton plateau avec cette personne, et voilà, tout s'arrête. Mais les choses très très simples qui permettraient à cette affaire de s'arrêter ne sont pas mises en œuvre. Par contre, il y a des procès, et on condamne des gens, etc. Alors qu'il serait tellement simple, si c'est très important pour cette personne de montrer quel est son sexe réel suite à ces accusations, c'est très très facile pour cette personne de le prouver. Régis. C'est une belle personne. Non, mais disons que sur les... Je suis à l'aise. Il faut considérer quand même que cette histoire qui au départ était... Prend des proportions des proportions incroyables. Parce que c'est des choses... Moi, je suis grand reporter, et je vais souvent à l'étranger, et c'est souvent un sujet dont on nous parle quand on nous identifie comme Français. On nous demande comment est votre couple présidentiel, etc. Et je vous parle pas... En Russie, notamment ? En Russie, au Moyen-Orient, en Afrique. Dans plein d'endroits, c'est quelque chose qui a, effectivement, il y a eu un... Alors, est-ce que c'est une mauvaise gestion de la part d'Emmanuel Macron et de sa femme Brigitte, d'avoir laissé, et ensuite d'attaquer, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait fallu attaquer dès le départ, ou finalement ne rien dire ? C'était peut-être la meilleure solution. En tout cas, personnellement, je trouve que d'attaquer Candace Owen aux États-Unis, c'est très risqué aussi. Je crois d'ailleurs très cher, d'ailleurs. Exactement. Intéressant de savoir qui paye. Et c'est très compliqué. Ils ont dit que ce ne seraient pas les Français qui paieront, que ce serait de leur denier. Les frais d'avocat, c'est pas les mêmes. On sait que Candace Owen est mariée avec un milliardaire. Elle a les moyens de payer. Est-ce que le couple Macron et ou est-ce que des généreux donateurs vont aider le couple Macron à pouvoir payer ses avocats, mais on est quand même je crois que cette attaque sur même si on peut comprendre... Au-delà de ça, pardon, j'aimerais vous poser à tous la question sur un plan personnel. Est-ce que ça vous interpelle pas un peu, Béatrice Rosen, tu es une femme, ça n'aurait échappé à personne. T'aurais cette rumeur sur le dos, honnêtement. Alors, si c'était moi, tu me poses la question directement. Si c'était moi, j'aurais ridiculisé immédiatement les gens qui lançaient cette rumeur en montrant. J'ai des milliers de photos de moi enceinte, j'ai des milliers de photos de moi petite fille avec ma mère, les photos de classe à l'école, etc. J'aurais ça, il y en avait des photos. Xavier Poussard, il en a sorti. J'aurais voulu humilier les gens qui médisaient sur moi si c'était le cas. Maintenant, je voudrais juste faire des remarques rapides. On voit par la réponse de Francis et de Régis à quel point cette affaire est un marécage.
On le voit. Je veux dire, tout le monde qui est interrogé sur ce sujet, finalement, s'enlise dans un marécage et dont on n'arrive que très difficilement à se sortir avec une réponse correcte. Évidemment qu'on condamne tous le cyberharcèlement, le harcèlement. Je voudrais juste noter que les lois qui ont été utilisées ont été faites normalement pour des adolescents et des enfants, pour protéger des enfants, et qu'au final, comme souvent quand même avec la Macronie, ces lois sont détournées pour finalement servir à d'autres choses. Maintenant, je condamne totalement tout cyberharcèlement. Donc voilà, que ce soit extrêmement clair. Maintenant, il ne s'agit pas non plus d'une personne Toi, t'as une conviction lambda. ou pas? Moi, j'ai pas une... Sur le fond, j'ai pas d'infos. Je suis pas dans Mais les... non, mais ça veut dire que c'est non, mais, fou. Vous pourriez presque douter. Vous n'êtes pas convaincu de manière indiscutable que Oui, il y a eu quand même... Non, attendez. Ce que j'ai dit à Francis tout à l'heure, avant de commencer, parce que comme on allait aborder ce sujet, j'ai dit que 2 fois, j'avais fait un tweet sur le traitement médiatique de cette affaire. Jamais sur l'affaire elle-même. Et que l'algorithme de X-France a poussé à une vitesse incroyable les tweets, et que ça m'a interpellée, parce que j'ai l'habitude, je fais beaucoup de tweets, et que j'ai dû effacer, parce que je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de tomber dans un piège et qu'après ils vont m'attaquer parce que j'ai commenté, alors que je me suis pas du tout prononcée sur le fond. Je n'ai aucune info, j'en sais rien, je suis pas journaliste, je fais pas d'enquête sur le sexe des gens, et en plus je m'en fiche. Voilà. C'est le dernier de mes soucis vu l'état de la France en ce moment. Mais j'ai remarqué que les algorithmes poussaient, donc c'est arrivé 2 fois de suite. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait un intérêt à mettre cette affaire sur le devant de la scène? Je ne sais pas, peut-être pour faire diversion. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je trouve que ça pose question. Martial, ça t'interpelle? Moi, je suis pour que l'on définisse à nouveau de manière très claire le rôle de l'époux ou de l'épouse d'un président de la République. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et bien il faut le réaffirmer de manière forte et définitive. On n'en a rien à faire. Voilà, on s'en fout. Premier point. Donc, mais non, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a eu... non, mais ce qui m'intéresse, et Béatrice a raison de poser la question de la diversion, c'est que quel est le rôle de Mme Macron dans la politique française? Celle qui était professeure à Franklin, dans ce qui est devenu l'éducation nationale, quand on met des drag queens, comme le disait Francis, à l'école. Quel est son rôle? Est-ce qu'elle protège? Est-ce qu'elle aide le président de la République dans ce genre de décision? Quel est son rôle? Quel est son rôle dans la gestion des petites pièces jaunes? Quel est son rôle quand elle dit à un comique qu'on va faire intervenir la police? Est-ce qu'elle est patronne de la police? Est-ce que ça, c'est son rôle? Voilà. Donc ça, c'est à chaque fois, moi, les questions que je me pose. Je trouve qu'il y a un ensemble qui est à la fois malsain, pervers et mauvais pour la France. Allez, en réaction, voilà. Et on lance après le débat. Moi, c'est très politique. Le reste m'intéresse peu. Allez, rapidement. Encore une fois, le sexe des anges, c'est pas le problème. Le problème, c'est le mensonge d'État. Et le deuxième problème, c'est ce que tu dis. C'est qui gouverne. Et c'est très très clair pour tout le monde. Enfin, on le sait tous que c'est cette personne qui gouverne le président. Ça, moi, je l'affirme. Et tu me demandes quelle est ma conviction. Ma conviction, c'est que si cette personne était vraiment ce qu'elle prétend être, c'était très simple pour elle de le prouver, que là, il n'y a que des choses compliquées qui sont faites, donc il y a un problème, il y a un mensonge d'État qui est de plus en plus évident, il y a des faisceaux convergents de preuves qui en attestent, il n'y a absolument rien venant de cette personne qui le dément. C'est très très simple de le démentir, que cette personne nous présente son frère, que cette personne fasse un examen ADN, et nous saurons la vérité. Et moi, je vais vous dire une chose. Si cette personne fait ça, et que ma conviction s'avère non fondée, et que finalement, j'ai moi-même avancé ces arguments-là pour soutenir que finalement cette personne ment, je serai le premier à faire des excuses. Je m'excuserai. Mais je suis convaincu, moi, au vu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été publié, de tout ce qui est produit, et de tout ce qu'on voit, à commencer par cette personne qui donne des torgnoles dans les avions devant tout le monde à son mari, hein, je dis que cette personne gouverne la France, que cette personne ment, qu'il y a un mensonge d'État qui gouverne la France, que ce mensonge s'étend à tout ce qui est dit aux gens depuis le début, que c'est ce mensonge qu'on dénonce, pas le sexe de cette personne, et que maintenant, comme tu le disais très bien, ça devient un tel problème international, ça nous ridiculise à tel point à l'échelon international qu'il faut que cette personne
pour la France, prenne des dispositions pour qu'il soit clair pour tout le monde qu'elle est ou un monsieur ou une dame. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas que le président de la République vive avec un monsieur, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on me mente et qu'on m'oblige à moi à être le complice d'un mensonge. Eh ben, en tout cas, cette émission est lancée. Voilà donc pour la longue introduction, et ça va être tout à fait raccord avec le sujet de notre soirée ce soir, puisqu'on va parler justement de cette souveraineté des peuples. À tout de suite. 2026 commence comme 2025. Toujours plus d'Europe, toujours moins de souveraineté. Pendant que la Bulgarie adopte l'euro, l'Union européenne réduit encore la marge de décision de ses États membres, notamment avec l'accord de libre-échange avec le Mercosur. En 2026, comme en 2025, la France ne décide plus seule, ni de son commerce, ni de ses frontières, ni même de sa politique. Dans le même temps, Bruxelles continue d'envoyer des aides à l'Ukraine et d'alimenter une escalade militaire tout en parlant de paix. À l'échelle mondiale, les tensions s'accumulent. La capture de Nicolás Maduro par les États-Unis provoque la colère de Moscou et de Vladimir Poutine. Les rapports de force se durcissent, les équilibres se déplacent. Alors, la question est simple. La souveraineté des peuples est-elle sacrifiée au nom de la recomposition de l'ordre mondial ? Voilà, donc vous l'avez compris. C'est un peu plus simple, la loi du plus fort, point d'interrogation. Voilà la question que je vous pose à tous ce soir. Alors, justement, évidemment, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, ça n'a échappé à personne. Le président vénézuélien, il l'est encore, paraît-il, Nicolás Maduro a été capturé donc par les États-Unis. Quelle a été votre réaction à cette opération américaine incroyable? Alors moi, ma réaction, ça a été ma première réaction. Je me suis dit, mais quel dommage qu'il ne soit pas venu enlever le nôtre, quoi. Monsieur Trump, si vous m'entendez, si vous pouviez venir enlever le nôtre, ça nous rendrait service. Ça rendrait service à tous les Français et à toutes les Françaises. S'il vous plaît, Monsieur Trump, venez, rendez Maduro. Avec sa femme ou pas? Avec qui? Ah oui, avec tout le monde. Mais, Monsieur Trump, rendez Maduro et venez chercher le nôtre, s'il vous plaît. Voilà. 303 milliards dans le baril de pétrole. Régis, toi, tu connais bien cette zone, évidemment, évidemment les États-Unis, a fortiori. C'est incroyable quand même. C'est un coup de maître sur un plan militaire, ce qu'il a fait Trump. Alors, sur le coup de maître, sur le plan militaire, il y a débat sur la façon dont le raid s'est déroulé, et puis l'apparente... Très longtemps. Hein. Oui, mais il y a ce qu'on vous sert, et il y a aussi ce qu'on apprend après. Moi, je me penche depuis longtemps sur les questions militaires, en particulier sur les forces spéciales et leur usage. J'ai fait des quantités de papiers sur la mort de Ben Laden, sur celle de Bagdadi, et la façon dont opèrent les Navy Seals ou la Delta Force aux États-Unis. Là, il y avait un problème qui m'a paru un peu étrange dès le départ, c'est qu'on est un soir de pleine lune. En général, on ne fait pas des opérations comme ça un soir de pleine lune, parce que vous avez une visibilité pour ceux qui vous voient arriver au sol encore plus importante. En l'occurrence, les Vénézuéliens et les habitants de Caracas ont pu filmer les hélicos arrivant, les explosions, etc. Tout ça, ça a contribué au choc. D'un point de vue communication, ça a été exceptionnel. Maintenant, au niveau de la réalisation et de l'opérationnel, c'est un peu étrange. Il y a eu des exemples dans l'histoire américaine où des hélicos, je pense à Mogadiscio en particulier, le fameux film, la fameuse opération qui a donné le film Black Hawk Down. C'est un hélico qui attaque le fief d'un seigneur de guerre somalien en plein jour, et donc qui se fait abattre par un missile. Il y a eu aussi d'autres opérations où, par exemple, les talibans, avec un seul missile, avaient réussi à abattre un hélicoptère contenant 35 forces spéciales dans la province du Wardak en août 2011. À ce moment-là, c'est la plus grande quantité de forces spéciales américaines jamais perdues lors d'une opération. C'est un missile qui a fait ça. Dans son arsenal, l'armée vénézuélienne, qui n'est pas une armée
on va dire, une mauvaise armée, possède 5000 manpads. Les manpads, ce sont des missiles portatifs qu'un individu, donc aucun de ces manpads, on nous dit un, aurait touché un hélico, mais aucun de ces 5000 n'a été utilisé. Les radars auraient été débranchés, soi-disant, par un brouillage américain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il y aurait des complicités? Non, c'est-à-dire que je pense qu'en partie, il y a eu 80 morts pendant ces raids. Certains ont été visés, des habitations à côté d'objectifs militaires, mais d'autres ont été exécutés. Et il s'agissait en particulier de la garde rapprochée de Nicolás Maduro, et dont une trentaine de Cubains qui officiellement ont été tués. Ce travail-là, ce ne sont pas les forces spéciales américaines, à mon sens, qui l'ont fait. C'est quelque chose qui a été fait pour préparer cette arrivée. Le problème de ce type d'opération en pleine ville, donc je dis, elle est extrêmement difficile. Alors certes, oui, mais le compte-rendu qui en est fait laisse dubitatif pas mal de gens, y compris dans le milieu des forces spéciales ou le milieu du renseignement et de la sécurité, en sachant que zéro perte côté américain, c'est quand même un peu étrange. Mais en tout cas, le coup en lui-même, pour moi, et très rapidement, quand j'ai réalisé ce qui se passait, je me suis dit, le monde bascule. Ça t'a surpris quand même. Le monde bascule, c'est-à-dire que c'est pas simplement la mort de Ben Laden ou celle de Baghdadi, c'est la redéfinition complète du droit international et la redéfinition... Alors c'est là où il y a débat, parce que... Oui, mais c'est-à-dire que tout à coup, le monde n'est plus pareil. C'est-à-dire que les États-Unis décident d'appliquer, alors aujourd'hui on la surnomme, la doctrine Monroe, de réactiver de façon très coercitive cette doctrine Monroe, qui a été rebaptisée doctrine Donroe, de Donald Trump, donc la façon de revisiter par Donald Trump la doctrine Monroe, qui est, on va dire, sur l'hémisphère occidental, la prééminence des États-Unis. Et quand on réalise ce qui s'est passé, en fait, c'était écrit. Vous aviez, le Pentagone avait publié, et la Maison-Blanche, le document de stratégie de sécurité nationale. Il suffisait de le lire. Dans ce document, il est écrit que pour l'Amérique latine et l'Amérique du Sud en particulier, chaque pays doit suivre les États-Unis. Quand il a, c'est écrit, quand il a des relations avec d'autres pays que les États-Unis, entendu la Chine et la Russie, ils doivent mettre un terme à ces relations. Donc, si vous voulez, voilà, on a les États-Unis et l'affaire du Groenland se situe exactement dans la même idée. Je ne sais pas si c'est la prochaine étape. Je suis tenté de dire, moi, que les États-Unis possèdent déjà le Groenland. Bien sûr. Depuis la guerre froide, ils ont une base là-bas. Ils ont une base militaire. Ils ont des stations radars américaines qui avaient été mises à l'époque. Les États-Unis sont en train de préparer des documents pour, on va dire, courtiser les partis politiques groenlandais qui eux-mêmes sont tous indépendantistes. Ça, c'est une chose que, quand vous écoutez Mette Frederiksen, la première ministre du Danemark, expliquer que oui, ça fait partie de la couronne danoise, mais tous les partis politiques au Groenland sont indépendantistes, ne veulent plus être associés au Danemark. Donc, si vous voulez... Pour cause, parce que les Inuits... À cause du traitement que les Inuits, en partie, mais surtout au fait que le Danemark, pour des raisons écologistes, etc., n'a pas vraiment fait grand-chose pour le Groenland en termes d'amélioration des conditions de vie, etc. Trump, lui, il arrive avec son chéquier. Bon. Vous avez vu la réaction politique en France, Martial Bild, Marine Le Pen, Jordan Bardella ont condamné quand même. Oui, mais alors moi je pense qu'il faut déjà évacuer deux choses. Il y a deux choses à évacuer comme préalable. C'est déjà la vision qu'on a de Maduro, parce que, alors là, toute la gauche et l'extrême gauche, on a fait un sous-Castro avec, comment dire, finalement, l'imagerie d'Épinal. Voilà, imagerie d'Épinal. Et ça, c'est, comment dire, la première chose qu'il faut évacuer, comme il faut évacuer d'ailleurs le fait de Donald Trump, parce que là aussi la gauche et l'extrême gauche considèrent que Donald Trump c'est Satan, et donc qu'on est passé à un niveau supérieur dans ce que font les États-Unis. Et ça c'est faux. Ce que Donald Trump fait comme Biden, sauf que Biden il plaisait aux bobos et aux véganes, mais ça c'est autre chose. Je voudrais terminer, pardon Martial, parce que sur la démonstration, j'en ai fait que la première partie, la recomposition du monde, pourquoi ? Parce que pendant toute cette crise, vous aurez noté que Nicolás Maduro n'a pas été tellement défendu par Vladimir Poutine. Il y a eu quelques il s'est dit furieux, quand même. La Russie, c'est...
Oui, mais C'est son allié. Les Chinois puisaient 5% de leur pétrole au Venezuela et en gros captaient 90% de la production de du pétrole vénézuélien. Les Chinois sont embêtés effectivement parce que Donald Trump va mettre la main également sur des terres rares, sur des métaux précieux. Donc il y a une guerre véritablement économique, il y a une guerre autour de l'énergie qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est acté. C'est-à-dire que Trump risque, avec la manne pétrolière qu'il a à disposition au Venezuela, de pouvoir maintenir le baril de pétrole à un cours relativement bas, empêchant Poutine de pouvoir potentiellement financer sa guerre en Ukraine. Donc pour Poutine, c'est un problème aussi. Ce qu'ils ont fait en Iran. Mais si vous voulez, globalement, on a quand même l'impression que tout ça est déjà négocié. C'est-à-dire, le fait, l'abandon de Maduro, comme l'abandon d'Assad, c'est des choses qui ont été discutées, je pense, entre Poutine et Donald Trump. Xi Jinping, évidemment, est dans la partie peut-être plus en observateur, parce que le vrai combat va être entre les États-Unis et la Chine, sauf que ce combat, il sera plus économique. Du point de vue de Donald Trump, il sera économique. Mais vous remarquerez que Donald Trump non plus, sur la question de Taïwan, n'est pas très offensif. Il a retoqué la première ministre japonaise l'autre jour en lui disant « Pour nos relations avec la Chine, il vaut mieux que tu arrêtes tes diatribes incantatoires vis-à-vis de Taïwan ». C'est ça qu'il a dit. Et donc Donald Trump accepte et prend acte, et les autres aussi, d'une réalité tripartite. Ça n'avait pas été coupé monde. par Régis Le Sommier, j'aurais pu poursuivre sur ce... C'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y, Martial. Sur mon sujet, plus simplement, c'est de dire que, en fait, ce qui fait la différence avec Trump, de Biden à Trump, c'est que Trump cache ce qu'il fait. C'est-à-dire que les États-Unis ont une vision impériale depuis toujours. J'ai retrouvé cette phrase de Theodore Roosevelt, 1904. Theodore Roosevelt dit « L'adhésion des États-Unis à la doctrine Monroe peut nous forcer à contre-cœur, cependant, dans des cas flagrants d'injustice et d'impuissance, à exercer un pouvoir de police international. » On est en 1904, et pour avoir dit cela, il va d'ailleurs recevoir le prix Nobel de la paix, comme Obama recevra le prix Nobel de la paix, après avoir largué 26 000 bombes en une seule année sur tous les pays du monde, puisque les États-Unis sont intervenus en 25 ans sur 30 pays. Donc il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que Trump dit, voilà, mais là, ça change par rapport pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques. Dans la même veine, permettez-moi de citer Henry Kissinger, le pape de la diplomatie, on va dire, américaine, qui disait, quand on lui posait la question, on lui disait, mais quelle est la source de la puissance des États-Unis dans le monde, puisque c'est quand même les États-Unis qui façonnent le monde à bien des égards. Il disait, c'est pas la puissance militaire, c'est pas la puissance économique, c'est pas la capacité d'innovation, c'est pas le fait que ce soit une société qui sans cesse se projette. Il disait, ce qui fait la force des États-Unis, c'est la capacité à punir les traîtres à l'intérieur et à exploiter les traîtres à l'extérieur. C'est extraordinaire comme phrase quand vous y réfléchissez, quand vous pensez à tous ces young leaders, à toute cette infrastructure inféodée aux États-Unis. Vous savez, quand on apprenait le débarquement, quand on était jeune, on nous disait, on apprenait le débarquement, les Américains qui sont venus sur nos plages, l'opération avait un titre, c'était l'opération Overlord. On ne traduisait jamais Overlord, mais Overlord, ça veut dire suzerain en anglais. Qui dit suzerain dit vassaux. Et vous prenez De Gaulle dans ses écrits de perfit, dans ses conversations à perfit, De Gaulle n'a jamais célébré le débarquement parce qu'il considérait que c'était une affaire anglo-saxonne. Il considérait que si lui n'était pas intervenu, la France aurait été mise sous la coupe, conquise par une entité qui s'appelait l'AMGOT, qui était American Government of Occupied Territories, oui, et qui était avec un dollar français. Voilà, ils avaient un euro-dollar. Voilà, un dollar français. Un dollar français. Et donc, les États-Unis, quelque part, depuis très longtemps, ont toujours cette attitude. Et nous, les voyons comme le grand frère. Nous mettons sans cesse en avant. Il y en a une ici américaine. Justement, en tant que citoyenne américaine, je ne suis pas experte en géopolitique comme vous, mais en tant que citoyenne américaine, j'ai suivi la campagne. Et justement, Trump s'est positionné dans sa campagne comme l'anti tout ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'il s'est fait élire sur un programme de non-ingérence, de Make America Great Again et de plus mêler, de plus commencer mais il reste impérialiste. de ne plus être impérialiste. Il recentre son empire. C'est-à-dire que son empire ne peut plus être mondial. Ce n'est plus un globaliste ou un néoconservateur. Voilà. Justement, oui, mais il fait quand même le jeu de certains néoconservateurs. Je ne regrette pas Maduro, c'est pas du tout l'Amérique du
Sud dis est juste considéré comme appartenant aux États-Unis. Quand il parle du Groenland, il considère que ça appartient aux États-Unis. Et quand les 57 000 Oui, mais Groenlandais, son on va leur électorat- demander est-ce que vous voulez une carte pour aller à New York parce que vous allez être américain ou une carte pour aller à Copenhague parce que vous allez être danois, qu'est-ce qu'ils vont faire comme choix? Pour l'instant, ils disent qu'ils ne veulent pas être américains. 2 secondes après, ils le seront, ils le sont déjà. Il y a des bases américaines, il y a des accords. Le droit international, des ça accords. n'existe plus, Voilà. c'est ça, vous entendez. Ça n'a jamais Mais- existé Non, mais pour les attendez, alors parlons États-Unis. de Mais ça. déjà, il faut voir comment ça va parlons du droit tourner, parce que international. déjà, il y a des pro-Maduro qui commencent ce qui est sur intéressant- place. Alors attention, à créer ce qui est des très tensions. intéressant avec Donald Trump, on parlait de son côté cash aussi. Dans cette intervention, d'ailleurs, les opposants vénézuéliens en exil ont été extrêmement déçus parce qu'on a supprimé Maduro, mais les structures du régime restent intégralement en place. En ce moment, au moment où on parle dans les rues de Caracas, qui fait la police? Les collectivos, les milices bolivariennes, c'est-à-dire les durs du régime font la police. C'est même pas l'armée et la police régulière. C'est-à-dire, il y a 2 personnages. Il y a Cabello, qui est le ministre de l'Intérieur, et Lopez, qui est le ministre de la Défense. Ils sont toujours là. Lopez, il a toutes les armes. Cabello, il a les milices à sa solde. C'est des gens, ils n'ont pas été touchés par le raid des Américains. Donc, ils sont encore Allez, au on va pouvoir. faire agir Francis. Et ça, voilà, la vraie question, c'est comment on va gérer le Venezuela après. Alors, Francis. d'abord, merci d'avoir rappelé que les Américains ont débarqué sur les plages de Normandie, et paix à leur âme, avec des billets, des dollars français et avec une stratégie d'occupation du territoire, et que c'est grâce au général de Gaulle et à la résistance qu'on expliquait aux Américains qu'ils étaient gentils, mais qu'on était capable aussi avec les Charles Leclerc, nous, de faire le boulot, qu'ils allaient rester tranquilles et qu'ils n'allaient pas occuper notre pays. Merci de l'avoir rappelé, parce que c'est une page de l'histoire de France qu'on ne raconte jamais comme ça, surtout dans les films américains. Maintenant, parlons de cette histoire. De cette histoire. Parlons de cette histoire. Et alors, bien évidemment, moi, je ne crois pas du tout à l'exploit. Franchement, je ne crois pas du tout à l'exploit. Il s'agit de M. Maduro dans son bunker. En 3 heures, comme ça, on n'arrive pas, on ne fait pas semblant de... Il n'est pas dans son bunker, il était dans son lit. D'accord, dans son lit, dans son lit, qui est dans son Il n'a bunker. pas eu le temps d'aller dans le bunker. Voilà, non, mais je veux dire qu'il est en position. Ça, c'est un problème aussi. Il est en position d'aller dans son bunker, si je peux me permettre. Il est en position d'être dans son lit, et s'il y a un problème avec le bataillon qui le protège, d'aller dans son bunker et d'être protégé. Il y a eu donc, bien évidemment, et on saura dans l'avenir qui a été dans le coup avec les Américains dans cette histoire, mais il y a bien évidemment une complicité dans cette affaire qui est vénézuélienne, et il y a, à mon avis, comme tu le disais déjà, Régis, tout à l'heure, tout ça a été déjà négocié entre les grands de ce monde, entre les gens qui ont aidé les Américains à faire Macron leur n'a pas coup. totalement su, là, et au début, il a dit qu'il Macron, se mouillait toute pas. la Macronie, hein, Macron, qui se- en même tu temps. regardes, il a mis 10 heures à réagir. hein. On a eu un communiqué du Quai d'Orsay, un communiqué de l'Élysée qui était contradictoire. Oui. Francis, Les deux, vous en c'est la pensez première quoi fois qu'on voit ça. Ce que je voudrais, je voulais juste rappeler, dire que je ne crois pas à l'exploit, remercier d'avoir raconté l'histoire, et dire simplement que ce qui s'est passé là pose, à mon avis, la question que tu posais, Martial, qui est la question du droit international. Y a-t-il encore un droit international? Moi, je pense que nous sommes rentrés dans une phase de l'histoire du monde où il n'y a plus de droit international. Et je m'explique, si vous permettez, je m'explique. Imaginez, M. Poutine, qui décide, comme l'a fait M. Trump, parce que M. Trump, il déboule sur des présomptions de suspicion de trafic de drogue. Il n'y a pas le... Je veux dire, non mais merci. Personne n'est menacé au Venezuela. Donc l'article 51 de la Charte des Nations Unies n'est pas applicable. Il n'y a aucune raison d'intervenir. Le right to protect n'est pas applicable. Donc c'est un acte de guerre. M. Trump décide de prendre le Venezuela pour prendre les barils de pétrole qu'il va pouvoir en retirer. Donc il achète une grande station-service, qu'il n'achète pas d'ailleurs, il la vole aux yeux du monde entier, et le monde entier le félicite. Imaginez, attends une seconde, s'il te plaît. Imaginez, M. Poutine, si M. Poutine, au lieu de faire son intervention, son opération militaire spéciale, comme il l'a fait pour protéger les populations russophones, pas la guerre, il a fait une opération militaire spéciale, et si tu veux, on y reviendra, parce que personne ne parle de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, personne ne parle de ce qui s'est passé 10 jours avant l'intervention de Poutine. Et j'aimerais bien qu'on y revienne. Donc, M. Poutine, lui, il intervient en secours des populations russophones du Donbass. Il respecte le droit international de but en blanc. Et imaginez
Imaginez M. Poutine s'il était venu avec des avions, une complicité intérieure dans le monde politique ukrainien pour virer Zelensky, prendre Zelensky et l'emmener aux États-Unis pour le juger. Imaginez ce qu'on aurait dit à droite et à gauche. Est-ce que vous croyez qu'on aurait félicité M. Poutine? On aurait dit, vous voyez, ce type est fou, il est dangereux, et il faut absolument lui faire la guerre, il va nous attaquer, il va nous manger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des bons, où il y aurait des bons et il y aurait des méchants. Et que donc les bons, les gentils auraient le droit de faire ce qu'ils veulent et les méchants n'auraient même pas le droit de se défendre. Parce que dans l'affaire de la Russie, j'aimerais bien qu'on y revienne, et, les Russes n'ont fait que défendre des Russes, d'accord? Ils n'ont jamais attaqué personne et ils n'ont l'intention d'attaquer personne. Et nous, aujourd'hui, c'est nous qui les attaquons. C'est l'Union européenne qui les attaque et je voudrais qu'on revienne sur le bien fondé de la position de l'Union européenne dans cette affaire. Je dis simplement ceci. Je dis que ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, c'est un effondrement du principe du droit international. Mais là, c'est vrai que je vois Béatrice aussi qui réagit sur le fait qu'il Non, il faut... j'ai peur pour ton émission, non, si mais... tu veux, parce que c'est chacun... Pour moi, je déteste la censure, et voilà. Mais on sait qu'on vit en France actuellement des moments assez tendus sur le plan de la liberté d'expression, et je sais que si tu ne modère pas et tu ne contredis pas... J'attendais que vous le fassiez. Alors, je vais le faire, Brigitte. Alors, Béatrice, pardon. Béatrice, je vais le faire. Ce que je viens de dire, bien entendu, ce que je viens de dire n'engage pas la chaîne TV Liberté. Ce que je viens de dire n'engage que... Ah, tu es très seul à le dire, à tenir ce discours. Je suis un des rares à le dire, oui. Mais on verra à qui l'histoire donnera raison. Ouvertement, tu reconnais... Enfin, tu es pro-russe. Non, je suis pour la préservation de l'amitié franco-russe. Et quand on est pour la préservation de l'amitié franco-russe, ça ne veut pas dire qu'on est anti-ukrainien. Je veux dire, moi j'ai beaucoup d'amis ukrainiens, je n'ai absolument rien contre les Ukrainiens. Je dis simplement ceci, je dis que depuis le début, contrairement à la propagande qui est infligée aux Français, je dis depuis le début que M. Poutine n'a jamais enfreint les règles du droit international dans cette affaire. Or, M. Trump, aujourd'hui, qui est félicité par tout le monde, enfreint clairement le droit international. On ne va pas faire le concours, Francis, on ne va pas faire le concours. Non mais attends. On va faire le concours. Ce qui est sûr, c'est que l'attitude de Trump aujourd'hui permet de justifier l'attitude de Poutine en Ukraine ou de justifier demain l'attitude que la Chine pourrait avoir à l'égard de Taïwan. Parce que les conditions deviennent les mêmes. Sauf que la réalité, c'est qu'on s'est habitué depuis un siècle. On est d'accord, c'est depuis un siècle qu'on s'est habitué à ce que les États-Unis aient ce qu'on appelle une sensibilité sélective. Donc on a pensé pendant longtemps qu'ils intervenaient, ne serait-ce que jusqu'en Irak, pour des raisons humanitaires, pour le bien, pour la liberté, etc. Trump nous a ramenés à la réalité, c'est pour des raisons économiques, bassement économiques. Voilà. Premier point. La deuxième point, cette sensibilité sélective, elle permet aux États-Unis d'avoir, pardon Béatrice, mais créer des pays en Amérique latine. Il y a des pays qui ont été créés par les États-Unis parce que ça leur arrangeait, ne serait-ce que le canal de Panama, par exemple. Ça leur permet, en Turquie, quand c'est un allié, eh bien, de ne pas bombarder Ankara, alors que Ankara a bien évidemment le reproche historique d'un génocide, le reproche de massacre des Kurdes, le reproche de l'occupation d'une partie de l'Europe qui est Chypre du Nord. On est dans toute une situation où là, on pourrait bombarder Ankara. On ne le fait pas parce que les États-Unis ont une sensibilité sélective à laquelle nous ne nous sommes jamais opposés, et pour cause, puisque nous sommes nous-mêmes dans un État, l'Europe, j'entends nous-mêmes, pas l'Union européenne. L'Union européenne est dans un état de soumission à l'égard des États-Unis. Voilà. L'Union européenne qui a été créée par les États-Unis. Voilà. Des bases américaines en Europe, je le rappelle. Il y en a en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie. Et je ne parle pas de l'Europe de l'Est. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, ce principe de suggestion à l'égard des États-Unis, elle est réelle. Moi, je vous invite à lire, parce que je l'ai amené, le livre de Nicolas Mirkovitch. Je n'ai aucun intérêt dans cet ouvrage, mais il était venu, il avait fait plus d'1 million de vues sur ce bouquin-là. Nicolas, l'Amérique empire. Il n'y a rien de nouveau, sinon que Trump donne une réalité froide, j'allais dire assez vulgaire finalement, de l'enrobage historique qu'on était de l'implication des États-Unis pour des raisons humanitaires. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que, bon, comme l'a dit Régis, de toute façon, sur le coup, c'est un petit peu pas la sidération, mais on est surpris. Après, quand on prend un peu de recul, on se dit, c'est pas possible, il a été trahi de l'intérieur, le mec. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour ça, c'est évident. Les mecs, il n'y a même pas un blessé, il n'y a rien du tout côté américain, il ne s'est rien passé. On a l'impression qu'il y a une armée qui est là, mais on ne sait même pas pourquoi elle est là. C'est un président qu'ils ont enlevé, ils n'ont pas enlevé la femme de ménage. Avec mes respects pour les femmes de ménage, mais c'est un président qu'ils ont enlevé, avec sa femme en plus. Et ça a été plus rapide que l'éclair à l'échelle de l'intervention. Mais moi, ce qui m'a choqué le plus,
c'est qu'on a un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, président de la 6e ou 7e, je ne sais même plus combien on est, puissance mondiale, là. Je ne sais même pas si on peut mettre le terme puissance encore à côté quand on a 3 500 milliards de dettes et un déficit 7 000, public... 7 000. D'accord, mais je ne parle pas du hors-bilan. Si tu rajoutes le hors-bilan, on est à 7 000. Je ne parle pas du hors-bilan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'officiellement, d'après l'INSEE, machin, En début ce que d'année. tu veux. Ouais. Donc, un président, mais qui met plus de 10 heures à réagir et qui envoie qui ? Jean-Noël Barrot, il te fait un tweet de 3 km en se pinçant le nez, le mec. Et puis, ouais, mais non, mais c'est pas bien. Oui, c'est bien, ils sont débarrassés d'un affreux dictateur. Mais quand même, le droit international, ça serait peut-être bien de le respecter. Il n'y a même pas le mot condamnation dans le tweet. Mais c'est ça, nos leaders aujourd'hui. Le trouillomètre à zéro, les mecs, parce que von der Leyen, quand il a attrapé Trump, là, je crois que c'était en Irlande, il a dit, attends, couche là, assieds-toi. Ouais, enfin, attraper, voilà, au sens propre du terme, pas au sens figuré. Assieds-toi là, c'est 15%. Si t'es pas d'accord dans les 5 minutes, ça sera 30 ou 40 ou je sais pas combien. Mais, enfin, on s'est couché tout de suite. Comment ça va Qu'est-ce se que finir tu pour attends Maduro, là Comment D'après vous, pour Maduro, ça va se Oui, c'est finir. un deal, mais je suis persuadé que c'est un deal. Le mec qui se promène dans les bureaux de la DEA. Hello, good morning, happy new year. Non, mais attends. On peut venir un peu sur l'aspect Et après, on passe évidemment à technique l'Europe. et de la comparution. Sacrifice des nations. Comparution donc, qui a eu lieu hier dans un district du sud de New York. Donc, il a été présenté à un juge. Moi, ce qui m'a touché. Juge de 92 ans. hein. Oui, un très vieux juge, mais il a un avocat d'armes. aussi déjà. Le juge lui a proposé que le gouvernement américain lui octroie un avocat. Il a dit non, il a déjà le sien. Et je vais en parler de cet avocat, mais juste avant, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous écoutez la rhétorique de Marco Rubio, le secrétaire d'État, pour justifier l'intervention avant, et même celle de Trump utilisée, c'est Maduro est à la tête d'un cartel qu'on appelle le cartel de Los Soles, qui est composé de militaires en poste qui ont des liens avec les narcotrafiquants et qui font de l'argent sur la cocaïne. Voilà. Donc ce cartel, il n'a jamais été identifié réellement, et en réalité, ce dont on se rend compte, et tout le monde qui est sérieux sur la question du trafic de drogue, c'est très bien que le cartel de Los Soles, cette structure n'existe pas en réalité. On a prétendu que Maduro en était à la tête, donc que c'était le chef des narcotrafiquants. C'est ça, c'est pour ça. Le prétexte au départ, il est là. Et immédiatement, une fois Maduro... Ça n'a pas l'air d'accord. Mais attendez, une fois Maduro... Et l'autre aspect, c'est qu'il y a 6 mois, au mois d'avril dernier, un rapport du renseignement américain établit qu'il n'y a pas de lien entre le gouvernement vénézuélien et un autre cartel qui s'appelle Tren de Aragua, qui est un cartel de production de cocaïne et d'exportation de cocaïne. Énorme cartel qui pose un problème effectivement aux États-Unis. Mais le renseignement américain établit qu'il n'y a pas de lien entre ce gouvernement. Le cartel de Los Soles n'existe pas probablement, en tout cas Maduro n'est pas à sa tête. Et donc ça nous donne quoi ? Ça nous donne que tous les arguments qui ont été avancés par Trump et par Rubio, qui a un intérêt particulier pour l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, c'est vraiment son domaine, cubaine, hein, voilà, d'origine cubaine. Donc Maduro prononce et Trump encourage finalement à l'intervention. Cette armada qui est faite pour enserrer le Venezuela, pour quadriller tout ce qui s'y passe, de façon à préparer cette opération, tout ça est fait au nom du narcotrafic. Et quand on voit qu'est-ce qui est reproché à Maduro, en fait, sur la question du narcotrafic, c'est d'avoir participé à la mise en place d'une culture de patronage de l'argent lié au trafic de drogue. On est loin il est à la tête d'un cartel. Et c'est un argument extraordinaire pour l'avocat. Oui. Et j'en viens à l'avocat. Il devrait d'ailleurs être son avocat. Il s'appelle Barry Pollack. Et Barry Pollack, c'est un avocat, c'est pas un oiseau il est pas né de la dernière pluie. C'est un vieil avocat aussi qui a pas mal d'affaires à son actif. En particulier, c'est lui qui a permis à Julian Assange de quitter les geôles britanniques et de ne pas être extradé. La justice est indépendante aux États-Unis. La justice, disons que c'est un peu différent que le PNF en France, qui en fonction de la coloration politique accélère qu'à Fillon, on a presque appelé ça du terrorisme judiciaire pour que le candidat soit condamné, Marine Le Pen, enfin bref, on est quand même dans une justice à géométrie variable et on le sait très bien. Là-bas aux États-Unis, une fois qu'on est dans les rouages de la justice,
difficile de dire où tout ça va aller. Barry Pollack est capable d'attaquer le gouvernement américain. Attention, donc ce procès, il va être très intéressant. Les premiers mots de Maduro sont très intéressants. Il dit « Je suis un prisonnier de guerre ». Je ne suis pas... vous êtes... reconnaissez-vous les faits de... Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Et je suis un prisonnier de guerre. Donc là, il se place déjà dans une situation où il va y avoir un procès, où toutes les parties vont être entendues. Ça risque de durer assez longtemps, mais on est avec des avocats dont le but, ça va être de faire sortir Maduro. Et il n'est pas dit qu'il ne sorte pas, ou en tout cas qu'il ait une peine... voilà. Ce qui va se passer est déjà écrit, pour moi. D'accord. Simplement, ce que je veux dire, pour rebondir sur ce qu'a dit Régis et ce qu'a dit Martial, c'est que peu importe. Je veux dire, moi, si j'étais l'avocat de Maduro, je dirais, mais très bien, vous accusez M. Maduro d'être le chef du cartel. Très bien, il est le chef du cartel. So what? What the fuck? Il est le chef du cartel, il est le président du Venezuela. Et vous, parce que vous êtes président des États-Unis, vous venez avec c'est de l'ingérence. Ça viole tous les principes fondamentaux du droit international. Et là, je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Martial. Il n'y a aucune justification Régis, il n'y a aucune justification à l'intervention des États-Unis, pas plus qu'il n'y en avait en Irak, avec la fausse histoire qu'on nous a racontée sur les armes de destruction massive. C'est la même histoire, c'est le même procédé, on connaît par cœur. Mais pourquoi je disais, Martial, tout à l'heure, pourquoi je comparais l'affaire de Poutine avec l'affaire de Trump? C'est que Poutine, et je le démontrerai quand vous voulez, n'a jamais violé le droit international. Jamais. Attends, laisse-moi finir. Parce qu'il va falloir qu'on ait des arguments. Non mais d'accord, mais moi j'en ai à te donner tout à l'heure si le sujet vient, et je veux bien revenir quand vous voulez, parce que je suis extrêmement documenté sur cette affaire. Donc, Poutine n'a jamais violé le droit international. Aujourd'hui, Trump le viole. Le monde entier le félicite, Trump, et le monde entier accable Poutine. Pourquoi j'ai comparé? Parce qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'on reparle de la morale, il va falloir qu'on reparle... le même nombre de morts. Non mais il va falloir qu'on reparle du droit international, il va falloir qu'on reparle de qui... Même la Crimée, oui. Attends, mais je c'est pas si simple. Non mais attendez, laissez-moi terminer. Oui, mais reste avec moi. Laissez-moi terminer. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. S'il vous plaît, je veux terminer. Mais reste avec moi, je veux terminer quand même aussi, parce que on n'est pas forcément tous d'accord. Oui, d'accord, mais je voudrais juste terminer. Voilà. Donc, pour moi, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de quel monde... Quel est le monde que nous voulons? Est-ce que la proposition que nous fait M. Poutine sur le monde de demain est bonne, ou est-ce que la proposition que nous fait M. Trump sur le monde de demain est bonne? Il y a deux mondes qui se proposent à nous. Le monde des BRICS, le monde de la proposition que nous fait M. Poutine, d'un monde vertueux, pour moi, à mon sens. Et il y a une proposition de la loi du plus fort, du God bless America, c'est l'Amérique qui décide, qui est faite par M. Trump. Et c'est ces deux propositions-là du monde qui s'opposent aujourd'hui. Et aujourd'hui, retourner aux États-Unis. Pardon? Tu n'es pas prêt de retourner aux États-Unis. Écoute, tu sais, aux États-Unis, il y a le pire et le meilleur. Francis, on peut choisir la France. Mais moi personnellement, je choisis la France. Le rôle de médiateur historique de la France pour la paix, le rôle de la France sans Macron, le rôle de la France puissance, le rôle de la France indépendante, ni versée dans un empire ni dans un autre, mais créant aussi la possibilité de survivre. Moi, j'y crois encore. Et le rôle de la France francophone. J'y croirai jusqu'à ma mort. Et le rôle pour ça, il faut sortir de l'Union européenne. Bien sûr, ça, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de choisir son suzerain. Voilà, on n'est pas obligé de choisir son suzerain. Il faut avoir un De Gaulle et sortir de l'Union européenne. Jamais dans ma vie, il y a un suzerain d'un côté comme de l'autre. Sauf qu'aujourd'hui, ni trust ni soviet. Ça marche très bien. La troisième voie, mon cher Régis. D'accord, mais une troisième voie, la France. Mes chers Martial, quand je parle des propositions qui sont faites, je ne parle pas de me soumettre à un ordre, quel qu'il soit. Il faut que ça soit bien clair. La France, c'est la France. La France, c'est la France. Notre intérêt avant tous. L'intérêt de la France avant tout le reste. Avant tout le reste. Alors d'accord, le problème, c'est que la France n'est plus la France. Mais on va la refaire. Alors, on va refaire la France. Mais on va aussi refaire la France sur le plan géopolitique. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait là, Francis? Alors, si on ne se fatiguait pas à faire cela, on irait se coucher, on ferait autre chose, on ferait un autre métier. Non, mais je suis c'est parce qu'on y croit encore à la France. Et ceux qui n'y croient plus, ce sont des voyous. Mais c'est pas un peu utopique dans le contexte actuel? C'est vrai qu'on n'est plus grand-chose, Martial, il faut le reconnaître. Dans l'histoire du monde. Martial, la voix de la France aujourd'hui, qui l'écoute?
Ben, ça dépend. T'as vu la voix, Eric? Honnêtement, t'as vu qui l'apporte? Qui l'écoutait en 39, qui l'écoutait après Mais parce en qu'on 45, confond. qui l'écoutait en 60. Je veux dire, les choses changent. Martial. La voix de De Gaulle, elle a porté. Je suis pas un grand avait gaulliste. un De Gaulle. mais la voix de De Gaulle a porté. Eh ben, il y en a des De Gaulle. Il y en Martial. aura. Il faut Martial. croire aussi un peu à la Providence, mon cher Eric. Hein. Moi, je suis assez, Martial. si je puis me permettre, je suis assez d'accord avec Martial. La France, elle a été au bord du gouffre à plein d'époques la Révolution française. C'était une catastrophe. Enfin, il y a eu, vous avez parlé, vous dites que vous n'aimez pas la République, mais la République, elle s'est imposée dans le sang. Ça a été atroce pour les Vendéens. Ça a été quelque chose ça a été une période. Après, il y a eu Napoléon, les conquêtes napoléoniennes. Elles ont laissé la France en ruine. Ensuite, donc, on a eu des périodes. Et puis, l'étrange défaite de 40, qui est quand même quelque chose qui nous marque encore au fer rouge. On a réussi à se redresser. Vous oubliez 1870, Mais la il y guerre de a plein, 14. Non, voilà. ce que je veux dire, c'est que la France a été au bord du gouffre à plein de... Mais elle a trouvé, à chaque fois, c'est pas venu de l'extérieur, c'est en elle qu'elle est capable de se régénérer et il lui faut rétablir la confiance. On est aujourd'hui avec un président en fin de mandat autour desquels plus personne n'a dépend que du confiance. président. Non, mais je pense que l'input, comme diraient les Américains, pardonnez-moi, L'impulsion, ouais. c'est l'impulsion, voilà, peut venir d'un nouveau président, peut venir d'une nouvelle équipe. Et je pense que les gens... Arrêtez avec ça, je vous en supplie. Il faut arrêter de se conduire comme des enfants qui se tournent vers l'homme providentiel. pas du tout. Non, parlons Si on parle d'un peuple, parlons de la France. même non. si on ne l'a pas remplacé, ce peuple, et qu'on cherche à le remplacer, il reste un peuple français je voudrais qui a dire le un sang mot. et l'instinct. Vas-y, C'est plus rien de Mais je France. voudrais dire un mot, Vas-y, excusez-moi. plus rien. Moi maintenant, j'aimerais bien qu'on arrête de confondre la République avec la France. Je voudrais bien qu'on reparle dans ce pays de démocratie, c'est-à-dire de souveraineté nationale. Aujourd'hui, il n'y a plus de souveraineté nationale. Si aujourd'hui, parler de la souveraineté nationale, c'est de décider qui va être le prochain président, donc la prochaine personne qui va entuber tous les Français, moi, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je dis simplement qu'il y a, et je reviens sur ce que tu disais, moi, je suis là pourquoi? Et pourquoi je me bats dans ce pays? C'est pour la France, c'est pas pour les États-Unis, c'est pas pour la Russie, Eh ben, c'est je pour la suis France. content de l'entendre. Quand je défends l'amitié franco-russe, c'est pour la France que je la défends. Parce que pour moi, c'est dans l'intérêt de la France de jouer la carte géopolitique de la Russie et pas celle des États-Unis. Parce qu'il n'y a pas simplement qu'une politique nationale à mener dans notre pays. Il y a une politique internationale, une politique géopolitique. Et là, il faut choisir ses alliés. Et moi, j'ai pas envie de choisir des alliés comme M. Trump, qui décide un matin d'aller chercher des puits de pétrole dans un pays et de les prendre avec la corruption et l'aide locale pour faire semblant du God bless America. Je dis simplement ceci. Je dis que la grande aventure de la France, c'est de redevenir la France et de choisir ses alliés géopolitiques qui lui permettront de redevenir la France. Et si je peux me permettre un dernier mot, pour moi, aujourd'hui, si je devais aujourd'hui parler d'une aventure qui pourrait être celle de la France sur le plan géopolitique, ce serait plus, bien évidemment, pas celle de l'Union européenne dont il faut sortir absolument. Ce serait la grande aventure de la francophonie. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que nous propose Monsieur Poutine avec les BRICS, c'est quelque chose que nous pourrions construire avec la francophonie. C'est vrai que cette francophonie, elle s'est faite de manière un peu discutable. La France a colonisé des pays, des peuples, etc. Elle s'est pas toujours très bien comportée dans l'histoire. Mais aujourd'hui, il y a cette langue qui nous réunit, cette langue française, qui fait qu'autour de cette langue française, on pourrait concevoir une francophonie positive qui serait opposable à la francophonie négative, qui était celle de la francophonie coloniale. Et aujourd'hui, essayer de construire autour de cette langue une activité économique et politique commune, géopolitique, et qui s'inscrirait dans dans des principes économiques vertueux et pas les principes économiques des États-Unis qui sont des principes économiques mafieux. Charvel. Juste un mot, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, c'est super beau sur le papier, c'est vachement beau ça. Mais il y a excuse-moi d'être terre à terre. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout mon intention. Je suis un homme de lettres et de plumes. Non, donc mais le je papier, suis d'accord. Non, mais je me permettrai absolument pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est le sage pas dans le sujet. Astérix. Non, mais il y a pas de souci. À ce niveau-là, c'est même pas ça le truc. Le truc, c'est que tout ce que tu dis, c'est vachement bien, mais pour pouvoir faire tout ça, il faut qu'on soit souverain, qu'on ait notre pouvoir de décision, qu'on récupère notre pouvoir de décision. Mais à chaque fois, je prends l'exemple des ZFE. Putain, on n'a même pas été capable de virer des ZFE dans Paris quand au Parlement a voté. Donc on n'est pas souverain, donc il faut arrêter. Le Mercosur, on va en parler après, je suppose. C'est une vraie boucherie. Et pour ça, pour pouvoir être souverain, il faut avoir des gens à la tête de ce pays qui ont envie de souveraineté. Donc ça commence, et je termine, ça commence par virer celui qui est là-haut. D'accord, il y a ce qu'il faut pour ça. On a une constitution, sinon on vit dans une jungle, j'en sais rien. Et pour pouvoir le virer, il faut obliger les 577 députés qui nous coûtent une fortune à faire leur travail.
Et à côté de ça, une fois qu'on l'a viré, il va falloir quand même provoquer des élections, parce que sinon on est dans une jungle, encore une fois, pour ceux qui ne veulent pas la République. Ok, il n'y a pas de problème, moi aussi je ne suis pas trop pour la République, mais à ce moment-là, soit on continue avec les règles, ou sinon on attrape le roi, on le fout à Versailles, et puis basta, terminé. Tu comprends ce que Ou alors... Attends, laisse-moi finir, d'accord. s'il te plaît. Je te répondrai, si tu permets. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir provoquer un référendum. Est-ce que vous voulez ou pas rester dans cette Union européenne? Et parce que l'entubage, il a commencé en 2005, et là, il va falloir vraiment demander aux Français ce qu'ils veulent. Parce que tout ce que tu dis, je suis d'accord, mais tant que tu n'as pas fait ces deux choses-là, tu ne pourras rien faire. Monsieur Poutine, la francophonie, Trump, c'est un impérialiste, tout ça, on s'en fout pour l'instant si on raisonne à l'échelle nationale. Et ce pays peut se redresser qu'à une seule condition, c'est que les Français arrêtent d'en avoir rien à foutre de la politique. Parce que si tu t'intéresses pas à la politique, c'est elle qui s'intéresse à toi, c'est elle qui régit tous les domaines de ta vie. J'aimerais qu'on parle aussi de l'Union européenne. Ça s'arrête là. Très vite. Justement. Alors, la transition avec l'Union européenne. Parce que... J'ai l'impression que votre vision, est encore un peu restée dans l'époque, guerre froide. C'est-à-dire que moi, ma vision du monde actuel, c'est que c'est pas le choix entre Trump, si ma partie française qui parle là, c'est pas le choix entre Trump et Poutine. J'ai l'impression que ces gens se sont plus ou moins, et même la Chine, se sont plus ou moins mis d'accord pour se partager le monde et coexister en se départageant le monde. Et l'Union européenne est l'outil qui nous affaiblit et qui leur permet de rester dans un monde tripolaire et de ne plus nous compter, nous, comme... on est des consommateurs. Et c'est pas soit Trump, soit Poutine. En fait, il faut... Béatrice, c'est pas ce que j'ai dit, Béatrice. Non, mais je finis. Je pense qu'on est tous ici, on y croit tous à la France et à la souveraineté de la France, que c'est possible encore. Sinon, on ne serait pas là. On a tous mieux à faire. Moi, j'ai mes enfants, chacun, toi, tes chansons, etc. Mes enfants aussi. Et tes enfants aussi. Et donc voilà, on y croit tous. Mais il y a une vision du monde qui est peut-être un peu plus complexe que ce que j'ai entendu. Non mais Béatrice, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Non. Je dis qu'à l'échelon géopolitique... Il y a les young leaders partout infiltrés dans tous les pays qui aident ce système cynique de se départager et de dépiécer l'Europe et de nous affaiblir. On en a combien de milliards d'aides ruiner. pour l'Ukraine? Je crois que c'est 76 milliards, non? C'était... D'aide française? Ouais. Oui, je crois. 94 milliards. Ah, pour l'Union européenne, oui, c'est ça. Donc, moi, simplement... Pour moi, les agriculteurs, combien? Que dalle. Que dalle. Non, j'ai jamais dit qu'il fallait choisir entre... J'ai dit qu'à l'échelon géopolitique, il y a une gestion géopolitique où il faut choisir ses alliés. Et c'est pour ça que c'est important de redevenir la France, de sortir de l'Union européenne, parce que plus on sera en dehors des blocs, et plus on sera indépendant et libre. Absolument. Mais en tant qu'indépendant et libre, il nous faudra choisir à l'échelon géopolitique des axes économiques, des axes politiques qui soient vertueux et qui nous conviennent. Et pour moi, je dis simplement, je ne dis pas qu'il faut choisir l'un ou l'autre, je dis que celui que proposent les BRICS me convient. Maintenant, c'est moi, ça me convient moi. Mais pour moi, tant qu'on ne sera pas redevenu la France, il n'y aura aucun moyen d'avoir une action géopolitique réelle parce qu'on sera prisonnier des blocs. Ça, c'est sûr. Voilà. J'aimerais qu'on dise un petit mot de ce livre, Mise en demeure Francilane, où vous nous expliquez, en tout cas vous allez nous l'expliquer, j'espère, vous expliquez dans ce livre que le traité de Lisbonne serait un faux en écriture, ce traité qui régit l'Union européenne actuelle. Oui. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire, au moment... Voilà, déjà, c'est un faux... François Asselineau vous a répondu affirmant que c'était faux, ce que vous dites. Oui, et puis je lui ai répondu en lui donnant des arguments, ce que lui n'a pas fait. Et donc, j'attends ces arguments, je les attends toujours, et je risque de les attendre longtemps parce qu'il n'y en a aucun. Alors, les seuls arguments de M. Asselineau, c'est parce que je l'ai dit. Alors, quand M. Asselineau dit « parce que je l'ai dit, ce sont des arguments ». Non, M. Asselineau, ce ne sont pas des arguments. Donnez-moi des arguments. Ici, dans ce livre, que je conseille à tout le monde de lire, qui a été censuré il y a 16 ans et qui a été ressorti par Patrick Pazin 16 ans après, je racontais déjà ce qui se passe aujourd'hui, 16 ans avant. Et dans ce livre, j'apporte la preuve et je démontre que ce qui était déjà une escroquerie sur le fond, parce que sur le fond, ce qu'a fait M. Sarkozy, c'est qu'il a décidé que le mandataire, la volonté du mandataire primait sur celle du mandant. Il a décidé que les représentants du peuple, qui étaient les serviteurs du peuple, le peuple qui est souverain, eh bien, pouvaient imposer leur volonté au peuple. C'est-à-dire que le peuple a refusé le traité de Lisbonne et à l'arrivée de M. Sarkozy au pouvoir, il a dit « Ok, le peuple a refusé, mais nous, les représentants du peuple, nous, les mandataires, eh bien, nous allons imposer notre volonté aux mandants, nous allons imposer notre volonté aux souverains. » Ça aurait pu s'arrêter là.
Je veux dire, le principe qui consistait à transformer le texte original pour en faire un avatar qu'on allait faire voter par l'Assemblée pour qu'il soit dit que la France était signataire d'un traité constitutionnel en Europe, déjà, ce principe-là, il est frauduleux. Il est frauduleux par rapport à nos textes constitutionnels. C'est frauduleux, ça contrevient à l'article 3 de la Constitution, ça contrevient à notre Constitution, à nos principes élémentaires et légaux. Mais c'est aller encore plus loin, c'est-à-dire que à cette escroquerie de fond, c'est ajouter une escroquerie de forme. Déjà, on n'a jamais eu un document qui a été produit par la CADA nous permettant de constater que ce traité avait été ratifié de la main présidentielle. On n'a toujours pas de document qui l'atteste. On a une publication du document, mais on n'a pas de ratification du document signé par M. Sarkozy. Mais en plus de ça, M. Sarkozy a organisé donc dans sa grande magouille idéologique et politique et juridique, il a organisé un vote du Congrès qui a eu lieu en 2008. Et donc, dans ce vote du Congrès, qui doit rassembler donc des mandataires dûment élus, qu'ils soient députés ou qu'ils soient sénateurs, il se trouvait qu'un tiers de l'Assemblée sénatoriale n'avait pas de mandat, donc n'avait pas le droit de voter, puisque le mandat s'achevait en 2007 pour ce tiers, et qu'ils ont voté en 2008, ce qui contrevient au droit public, qui contrevient à tous les textes, à tous nos textes de droit, qui contrevient à la Constitution, qui contrevient aux principes généraux du droit, puisque dans les principes généraux du droit, un contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Le contrat à durée indéterminable n'existe pas. Donc on est dans une fiction juridique qui a été créé par M. Sarkozy, qui est déjà une fraude au niveau du fond et de la loi, mais qui est aussi une fraude au niveau de la forme. Donc aujourd'hui, à ceux qui me disent il faut sortir de l'Union européenne, je réponds, nous n'avons pas à sortir de quelque chose dans lequel nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas dans l'Union européenne. Mais si toutes les autorités ont accepté ça comme un état de fait, même si tout ce que tu disais était vrai, je l'ai pas lu, mais c'est vrai. Okay. Et je t'engage à le lire. Je vais le lire. Admettons que ce soit vrai. Quelle autorité va juger, puisqu'ils ont tous accepté, donc il n'y a plus personne, si tu veux, il faut qu'il y ait une autorité qui juge. Et même avant, le référendum a été bafoué, même avant d'en arriver là. Non, à partir, si tu veux. Qui va déjuger Je vais te répondre, Béatrice, et en même temps, je vais répondre à Charbel, à mon ami Charbel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que je disais par rapport au droit international. Nous ne sommes plus dans un monde où aujourd'hui on peut faire valoir ce que de droit. Il va falloir se poser des questions sur la transition. Je pense que plutôt que de revenir perpétuellement à des systèmes qui ont prouvé qui nous mènent dans le mur et qui nous mènent à l'échec, il va falloir envisager maintenant, en tout cas pour la France, une transition politique qui ne passe pas par des élections présidentielles en 2027, qui passe par une prise en main de l'autorité publique par le peuple souverain. Il faut l'insurrection. Oui, si tu veux, tu peux appeler ça l'insurrection. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on ne peut plus aujourd'hui considérer, parce que ce que tu dis est vrai, Béatrice, à partir du moment où on constate le non-droit, qu'est-ce que l'état de droit ? L'état de droit, il y a un état de droit, l'État fait le droit, et l'État respecte le droit qu'il fait. Si l'État ne respecte plus le droit qu'il fait, si l'État ne respecte plus le droit qu'il fait, on n'est plus dans un état de droit. On est dans un état de non-droit. Et ça nous renvoie à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dit « Les 4 droits de l'homme sont... » De l'âme, j'ai dit c'est très joli, mais de l'homme. Les quatre droits de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et le droit de résistance à l'oppression. Nous sommes en oppression. Nous ne sommes plus en République, nous ne sommes pas en démocratie, nous ne l'avons jamais été, mais là nous sommes opprimés par un régime illégal qui viole ses propres lois tous les jours, et il y a un moment donné, on va pas se... européenne. Je parle de l'Union européenne, je parle du régime qui, à l'heure actuelle, gouverne la France. C'est un régime qui s'est emparé des institutions, dont on dit qu'il a été élu, et moi je dis qu'il n'a pas été élu, parce qu'aujourd'hui la fraude électorale elle est répandue dans le monde entier, et je pense qu'il y a plein d'éléments qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer que quelqu'un qui est détesté par 90% des Français ne peut pas être réélu, d'accord ? Il a un mandat. Ok, en tout cas il a un mandat, mais je conteste la valeur de ce mandat, parce que rien ne me prouve que ce mandat est légal.
D'accord ? Et en tout cas, il n'est pas légitime, parce que c'est le problème de la légalité et de la légitimité. En 1940, le gouvernement de Vichy était légal, il n'était pas légitime. Et heureusement qu'il y a eu De Gaulle pour faire sécession. Bon, tu seras candidat en 2027 ? Parlons peu, parlons bien. Je pense que 2027... non, il faut non, pas attendez. pas de candidat. Je pense qu'il ne faut pas de candidat. Je pense qu'il faut une démocratie. Alors, la démocratie ne peut être que directe. La démocratie indirecte, c'est un non-sens, puisque la démocratie, on ne peut pas être plus ou moins en démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui ne sont pas divisibles. Donc, il faut la démocratie. Donc, il va falloir que les citoyens français et françaises, et citoyennes françaises, aujourd'hui, se réunissent comme ils l'ont fait au moment des Gilets jaunes et imaginent une transition politique, parce qu'il faut une transition politique, il faut une stratégie de rupture dans notre pays, sinon on va réenclencher la machine à nous balancer dans le mur. Pardonnez-moi si je dis... Vous savez, les gens peuvent dire que je suis un utopiste. Alors, je vais vous dire, moi je pense que je suis un éveilleur. Je pense que l'utopiste, c'est pas simplement celui qui projette... C'est le druide dans Astérix. Si tu veux, je suis ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Une personne. Je pense, mes amis, pour être sérieux 5 minutes, et après on rigolera si vous voulez, mais je pense que l'utopiste n'est pas simplement celui qui projette un monde qui n'a jamais existé. L'utopiste, c'est pas simplement celui qui projette un nouveau monde, un monde qu'on peut estimer être impossible à créer. L'utopiste, c'est celui qui, en proposant un monde meilleur, critique l'existant. Je crois que maintenant, il faut comprendre que le système dans lequel nous évoluons nous a menés au malheur, nous a menés à la misère, et qu'il va falloir, à un moment donné, que le peuple de France se recrée et se constitue. Et c'est pas en refaisant la même chose, la même erreur, en élisant quelqu'un qui a été déjà choisi par la presse, par la propagande, pour remplacer celui qui est en place aujourd'hui et qui ne fait rien contre lui, parce qu'à l'heure actuelle, il faut le dire, le Rassemblement national, c'est pour moi la majorité présidentielle. C'est malheureux à dire, mais ça y est, ils ne défendent plus les idéaux de M. Le Pen, ils ne défendent plus la sortie de l'Union européenne, ils défendent exactement la même chose. 30% de plus pour Macron. Voilà. Donc moi, je pense que ce qui a été fait à Mme Le Pen est un scandale. Et parce que ce qui a été fait à Mme Le Pen est un scandale, parce que c'est ce qui permet aujourd'hui à l'actuel occupant de l'Élysée d'utiliser le Rassemblement national comme majorité à l'Assemblée. Parce que comme Madame Le Pen, on lui fait croire encore qu'on va la laisser se présenter en 2027, bien évidemment, elle est contre des élections anticipées. Or, il faudrait destituer l'actuel occupant de l'Élysée, et il faudrait qu'il y ait des élections anticipées. Mais donc, comme Madame Le Pen, et on la comprend, espère encore se présenter, il la tient comme ça, et finalement s'aperçoit que le Rassemblement national, finalement, permet à l'exécutif de continuer à faire les lois et à violer la Constitution. À travers toutes ces crises, est-ce qu'on assiste, selon vous, à un effacement progressif de la souveraineté des peuples, finalement ? C'est ça la conclusion que je me... C'est déjà fait. Bien sûr. C'est déjà fait. L'Union européenne a sucé tous les œufs que sont les nations européennes. La militaire, c'est en cours. On ne supprime pas un État d'un trait de plume. Donc en fait, c'est de longue haleine. Hein. On nous a retiré notre monnaie, on nous a retiré nos frontières, on nous retire notre commerce, oui aussi d'ailleurs. Comment les peuples peuvent se faire respecter, Martial, si ce n'est pas un appel comme ça? Il y a un problème d'identité, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, l'identité, elle est difficile à définir dans un monde où on rejette les patriotes d'un côté, où on les stigmatise, et de l'autre côté, où on participe, sans la volonté des peuples, à sa transformation ou à son remplacement. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un problème d'identité. Alors là, excuse-moi, mais là... C'est vrai, donc on lui retire aussi sa liberté d'opinion, de réflexion. Donc, moralité, qu'est-ce qui est resté de l'Union européenne ? L'Union européenne, qu'est-ce qui était encore le dernier argument vendeur ? C'est que ça nous protégeait de la guerre. Or, aujourd'hui, et c'est terrible, on voit que l'Union européenne est un facteur de guerre. Et je trouve que et ce sera ma conclusion à moi, c'est que dans l'épisode du Venezuela, si loin pourtant, Caracas, si loin, mais pourtant si près dans l'actualité, ça a au moins un mérite, c'est de montrer que pour notre pays, notre rôle, c'est celui d'être un acteur de paix, et que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais nous avons aussi, avec les États-Unis, la nécessité de prendre en compte que 65 000 soldats américains sont sur le sol européen, qu'il y a 32 bases militaires européennes, que nous avons des États-Unis leur culture, leurs valeurs,
leur fête maintenant, puisqu'on fait Halloween autant que Noël. Ah non, pas autant que Noël. On détruit Noël, mais on favorise Halloween. C'est-à-dire que voilà, vive le diable et... Tout le soft power, Allez, les 3 dernières on a le minutes. soft power. Donc je trouve que cette affaire vénézuélienne permet de recadrer les difficultés qui seront celles de la géopolitique de demain pour la France, sans bien évidemment oublier la Chine. Et dans ce rôle-là, nous avons un rôle qui a toujours été celui du médiateur, celui où les accords de paix pouvaient se faire. C'est là où la France peut jouer un rôle, je le crois. On peut encore mener une campagne sans invoquer des influences extérieures. Mener une campagne sans invoquer. Ouais, des influences américaines. Dans ce cas-là, Macron ne serait pas président s'il oui. n'avait pas eu d'influence américaine. Non, mais c'est sûr. Moi, en fait, je voudrais réagir sur la question Allez, on conclut de la guerre, de l'Europe et de la guerre. Effectivement, on voit bien que Trump, lui, tente d'arrêter la guerre. On ne peut pas lui reprocher ça. Il le répète ad nauseam, qu'il ne veut plus que les hommes meurent. Je pense qu'il est très sincère là-dessus, et c'est pour ça, principalement, qu'il veut mettre un terme à la guerre en Ukraine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On continue d'instrumentaliser cette guerre pour exister et pour forcer le fédéralisme. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que nous qui avions notre armée... Regardez la question de la dissuasion. On sent bien qu'Emmanuel Macron est prêt à l'étendre aux autres partenaires. Alors, on est 27, il va falloir demander l'avis aux 27 si on doit appuyer sur le bouton. Enfin bref, tout ça est quand même extrêmement gênant. Et ce qui se passe aussi avec les traités internationaux, comme le Mercosur, etc., c'est une dilution progressive et un abandon de notre paysannerie qui, à la base, je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table, est la source et l'âme de la France. Et on sait très bien que les gens, je vais dire, cette caste qui nous gouverne, je parle de la droite comme de la gauche depuis pas mal de temps, parce que l'alternance ne mène à rien, il n'y a pas vraiment de politique qui change, et Emmanuel Macron n'est pas l'unique responsable, mais il est la fin, on va dire, d'un système, en tout cas, il est devenu en fait une sorte de... On appelle ça l'extrême centre, parce qu'il y a un durcissement aussi de cette... On sent bien qu'en Europe aussi, les souverainismes montent, ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui s'est passé en Hongrie, ce qui se passe en Italie, etc. On sent que, et Trump d'ailleurs est absolument pas indifférent à ça, il veut que les souverainistes, il veut s'adresser d'ailleurs, pour ce qui est la question de l'Europe, il ne s'adresse jamais à Madame von der Leyen, il s'adresse au chef d'État des nations. Donc il a aussi cette volonté, lui, et ça c'est peut-être un des avantages de Trump aussi, c'est d'aider les souverainistes à finalement déboulonner le modèle. Donc là il y a une possibilité. Mais nous, la France, on a extrêmement, et je suis d'accord avec Martial, on a beaucoup d'atouts. On a gardé une armée, on a gardé une dissuasion grâce au général de Gaulle. C'est quand même important d'avoir une dissuasion. Ça veut dire que, par exemple, quand on vous parle de la guerre avec la Russie, quand le chef d'état-major, Fabien Mandon, vous dit « dans 3 à 4 ans, on va avoir un choc avec la Russie, il faut accepter de perdre nos enfants ». Non, ce choc n'arrivera pas. Pourquoi ? Grâce à cette dissuasion du général de Gaulle, parce que les Russes ne vont pas envoyer l'arme atomique, ou nous n'allons pas envoyer l'arme atomique, parce que tous les deux, nous sommes 2 puissances possédant l'arme atomique, donc il n'y aura pas de guerre. Donc c'est faux. Donc on est dans on va dire une instrumentalisation de la guerre, de cette guerre en particulier, pour forcer à nouveau l'Europe, le fédéralisme à arriver. Et on sent bien que les peuples européens en ont assez, en ont soupé, et à tous les niveaux, ça craque. Même en Allemagne, qui était le modèle, le pays qui a bénéficié de l'Europe, on sent bien que l'AfD est aux portes du pouvoir et que tout ça risque de craquer. Allez, le mot de la fin pour Francis, 2 minutes. D'abord, je te remercie, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là, et je trouve que c'est une très très belle conclusion, mais je voudrais quand même saluer toutes nos sœurs et tous nos frères agriculteurs qui sont dans le malheur en ce moment et qui se battent. Qui se battent tout seuls et parfois dans une indifférence inacceptable, et leur dire que moi je vais les rejoindre bientôt. Et simplement dire, mais je parlais au ciel aussi, parce que j'avais aussi envie de parler à ma foi, la foi que j'ai en Jésus-Christ. Et je pense que ce combat pour la terre, ce combat pour la défense de la terre, c'est le combat le plus important de ces dernières années. Et simplement, je voudrais dire ceci. Le seul point sur lequel je ne suis pas sûr que tu aies raison, mais tu as peut-être raison, c'est que je ne suis pas certain que M. Trump veuille vraiment arrêter la guerre. Il le dit, hein, et il gesticule beaucoup, mais ce serait tellement simple pour lui. C'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à Brigitte Bacon, il y a des choses qui sont simples à faire, pourquoi on ne les fait pas ? Pourquoi M. Trump, qui dit et qui prétend vouloir arrêter la guerre, n'arrête pas Starlink ? Si demain il arrête Starlink, il n'y a plus de guerre, et il n'y a plus de morts. Et s'il avait fait ça il y a 2 ans, eh bien, il n'y aurait pas eu 1 million de morts. Donc,
Voilà, il ne pouvait pas le faire, c'était Biden. Mais quand il est arrivé, il a fait des décrets, etc., etc. Il aurait pu dire « j'arrête Starlink, j'arrête la guerre avec ma baguette magique ». Il ne l'a pas fait parce que je pense qu'il a intérêt à affaiblir la Russie avec cette guerre. Et c'est ce qu'il est en train de faire, là. Je pense que Poutine n'est pas dupe, mais si M. Trump avait voulu arrêter la guerre, elle serait arrêtée déjà depuis longtemps. C'est une histoire de business. Allez, ce sera le mot de la fin. On remercie beaucoup Francis Lalanne. On rappelle donc ces 2 ouvrages mis en demeure aux éditions Talma. Et puis lettre envers à l'occupant de l'Élysée, à la représentation nationale et au peuple français, voilà, qu'on peut se procurer aussi, je pense, sur la boutique en ligne TVL. C'est bien parce que comme j'ai Martial à côté de moi, c'est moi qui fais les annonces comme ça. C'est toi qui peux faire la transition. Merci beaucoup. On va remercier toute l'équipe qui est derrière TVL, bien sûr, à commencer par le réalisateur Raphaël. Au cadre, derrière les caméras ce soir, il y avait Riwal, il y avait Charles, ainsi que Maxime. Au son, très important, comme à chaque fois je le dis, le son, surtout dans Bistro Liberté, il y avait Édouard et Pierre. À la production, bien sûr, Arnaud, soyez accompagné quand même un petit peu de Martial, et évidemment à la direction de TVL, Élise Blaise. Merci à tous. Comment il s'appelait celui qui joue de la harpe dans Astérix? C'est ça, je sais pas le druide. Je vais rétablir une vérité. Panoramique, c'est ça? Non. Celui qui est le joue de la harpe. Non, qui joue de la lyre, qui est le chantre du village, c'est Assurance Tourix. Voilà. Et moi, je suis le seul personnage de Uderzo et Goscinny qui ait conservé son vrai nom dans les aventures d'Astérix, puisque mon personnage, c'est Francix Lalanix, et je suis l'ami du bar d'Assurance Tourix, et nous avons participé ensemble à Bistro Libertix. Voilà. Eh ben, merci à tous. Bye bye.